À samedi, tu raccroches et tu réalises qu'il te reste 2 jours avant la principale réunion de famille de l'année. Ta liste de courses est prête et tu te diriges vers le plus grand supermarché de la ville. Tu suis la liste à la lettre, en attrapant tout ce dont tu as besoin aussi vite que possible. Le chariot est plein de fruits, de légumes, de produits laitiers, de viande, de poissons, de pain. Ouf, c'est fait. 1 heure plus tard, tu rentres chez toi et tu remets fièrement les sacs de courses à ta grand-mère. Elle sort les articles un par un et fronce de plus en plus les sourcils devant chacun d'entre eux. Il s'avère que le poisson et la viande que tu as choisis ne sont pas du tout frais, et que les bananes et les légumes ne tiendront pas jusqu'à samedi. Mais ta grand-mère dit qu'elle va rattraper le coup. Tu prends un bon goûter pour ne pas aller refaire les courses le ventre vide. Ainsi, tu n'achèteras pas des choses dont tu n'as pas besoin. Ensuite, vous montez ensemble dans la voiture pour tout recommencer. Faire ses courses intelligemment signifie parcourir le périmètre du magasin où tu peux trouver tous les produits frais et sains. Fruits, légumes, produits laitiers, viande et poissons. Généralement, les allées centrales sont réservées à la malbouffe. Tu décides donc de les sauter complètement. Ton premier arrêt est la section des fruits et légumes. Ta grand-mère dit que c'est ici que tu dois passer le plus de temps. Et c'est une bonne chose que vous soyez arrivé avant le déjeuner. La plupart des magasins ont des produits frais lorsqu'ils viennent d'ouvrir ou plus tard dans l'après-midi, juste avant de fermer. Tu tends la main vers des tomates emballées, mais ta grand-mère t'arrête. Les fruits et légumes pré-emballés sont généralement plus chers. De plus, ils ne te permettent pas de vérifier leur fraîcheur. Une bonne tomate mûre peut peser 2 fois plus qu'une tomate pas mûre. Elle doit avoir une peau lisse et ferme et sentir la tomate. Non, ne mets pas cette pauvre tomate abîmée dans ton chariot. Les fissures sur les fruits et légumes sont un parfait terrain de reproduction pour les bactéries. Essaye de trouver des concombres fermes qui n'ont pas de taches ou de parties molles. Les meilleurs sont vert foncé. Si tu vois des taches jaunes, cela signifie que le concombre est trop mûr et aura probablement un goût bizarre. Il en va de même pour les poivrons. Ils doivent être de couleur vive et sans taches. Maintenant, retourne-le et compte les bosses. 4 bosses signifient moins de graines et un meilleur goût. 2 ou 3 bosses indiquent un goût amer. La tige du poivron frais est toujours verte, ferme et croquante. Sors tout de suite ces pommes de terre germées de ton chariot. Choisis celles qui sont fermes et lisses, sans rides sur la peau, ni taches foncées molles, ni coupures. Choisis uniquement de la salade bien verte, sans trous ni bords noircis. Plus la couleur est vive, mieux c'est. Passons aux fruits. Ta grand-mère t'explique qu'une pastèque mûre aura toujours une tige brune et sèche. Celle-ci, d'un jaune foncé, doit avoir reposé sur le sol assez longtemps pour devenir sucrée. C'est la même chose pour les melons. Ceux qui ont une écorce jaunâtre sont plus sucrés car ils ont reçu suffisamment de soleil au moment où ils ont été cueillis. Vérifie les tiges du régime de bananes avant de les choisir. Les tiges doivent aller du vert au jaune clair et ne pas noircir. Ne prends que des bananes individuelles si tu veux les manger tout de suite. A l'inverse, elles tiennent plus longtemps en grappe. Ne juge jamais une mangue par sa couleur. Au lieu de cela, presse-la doucement. Une mangue mûre s'enfoncera légèrement et elle aura un arôme fruité à l'extrémité de la tige. Les fruits plus petits sont normalement plus sucrés. Mais cette règle ne fonctionne pas pour les fraises. Elles peuvent être de différentes sortes et de différentes tailles, et les plus grosses peuvent aussi être délicieuses. Leur mûrissement s'arrête dès qu'elles sont ramassées. Alors, choisis les rouges vifs avec des queues vertes et fraîches. Elles auront plutôt l'air sèches et flétries si les fraises ont été cueillies il y a longtemps. Ce citron ne te donnera pas beaucoup de jus. Il est pâle, ce qui signifie qu'il est plus vieux. Celui-là, ferme et sans tache, avec une peau fine et lisse, sera bien meilleur. Il semble aussi plus lourd, ce qui est bon signe. Là, tu fais tes courses pour une grande occasion. Il ne vaut mieux pas acheter trop de produits à la fois. S'ils sont frais et bio, ils ne tiendront naturellement pas très longtemps. Et opte toujours pour les fruits et légumes de saison. Ils seront moins chers et de meilleure qualité. Prochain arrêt, le miel. Celui-ci te semble bizarre car il y a ces cristaux au fond du pot. Mais ta grand-mère t'explique que c'est un signe de fraîcheur. Il est normal que le miel se cristallise lorsque la température baisse. C'est aussi un bon signe qu'il ait l'air opaque. Cela signifie qu'il est plus naturel et sain et qu'il n'est pas pasteurisé. Tu vérifies ta liste et tu réalises que tu as encore besoin de pain. Tu sais déjà que la meilleure option est le pain complet. Tu en prends un et étudies l'étiquette. Pain aux céréales complètes ne fera pas l'affaire. Il vaut mieux opter pour pain au blé complet. Moins il y a d'ingrédients, mieux c'est. Si tu ne sais pas prononcer le nom de l'additif, mieux vaut ne pas l'avoir dans ton pain. Il ne doit pas non plus contenir d'arômes artificiels, de colorants ni de conservateurs. Tu appuies légèrement sur le pain que tu viens de choisir. Bingo! Il reprend sa forme initiale, ce qui signifie qu'il est de bonne qualité.
Si tu vois ta marque de doigt dessus, il a pu être congelé ou bien le processus de cuisson s'est mal passé. Tu te diriges maintenant vers le rayon des conserves. Mais ta grand-mère te barre la route. Elle est persuadée que les conserves sont mauvaises pour ta santé car elles contiennent une énorme quantité de sel. Tu la convaincs d'étudier au moins les étiquettes des boîtes. Tu dois toujours choisir des conserves qui ne contiennent pas trop de sel ni de sucre. Celles qui sont conservées dans l'eau ou dans leur propre jus sont les plus saines, car elles contiennent moins d'ingrédients artificiels. Tu trouves du thon à l'huile d'olive. L'emballage est parfaitement scellé, donc tu peux y aller. Tu ne dois jamais prendre une boîte de conserve rouillée, elle peut être dangereuse. On dirait que tu as tout ce dont tu as besoin, sauf la viande et les produits laitiers. Il faut toujours les prendre en dernier. En dehors du réfrigérateur, ils peuvent vite se gâter si tes courses durent trop longtemps. Tu fais un peu de place dans ton chariot pour protéger tes fruits du jus de viande crue, juste au cas où. La viande rouge doit être de couleur foncée. Le violet, le rouge et le brun sont bons. La viande de porc doit être de couleur rose clair, tirant sur le rouge. Elle doit sentir bon et l'odeur ne doit surtout pas piquer. Si tu peux voir de nombreuses fibres, il doit s'agir d'une viande dure au goût prononcé. Le filet de bœuf n'aura pas de grain car il est très tendre. Des mouchetures blanches et des stries de graisse dans le muscle sont un autre signe qu'il est juteux et tendre. Si tu ne prévois pas de cuisiner la viande tout de suite, choisis celle dont la date limite de consommation est la plus éloignée. Tu peux toujours la manger sans risque un peu après cette date, mais elle aura un meilleur goût avant. Les emballages avec des marques de saleté à l'intérieur sont à proscrire. Quelqu'un a pu les manipuler avec les mains sales. Si le poulet que tu es sur le point d'acheter a de la peau, elle doit être plus pâle que la chair. Pas jaune ni marron clair. Les bords ne doivent pas avoir l'air sec. Les découpes doivent être lisses et de taille uniforme. S'il n'est pas bien dépecé, il pourrait y avoir de petites articulations et des os dans ton déjeuner. Ton poulet qui est resté plus de 2 jours dans son emballage ferait mieux de rester à l'étalage et non dans ton chariot. Ta grand-mère prend un poisson et le fixe dans les yeux. Elle explique qu'un bon poisson aura des yeux saillants avec des pupilles noires et brillantes. La peau du poisson doit être soyeuse aussi, pas collante ni terne. Presse le filet. Si ta marque de doigt reste dessus, il n'est pas bon. Dernier arrêt, les produits laitiers. Tu tends ta main vers le fond de l'étagère pour trouver ceux dont la date d'expiration est la plus éloignée. La même règle s'applique aux aliments surgelés, aux aliments emballés et aux œufs. Les manutentionnaires placent généralement les plus récents derrière les plus anciens. Ta grand-mère recommande de choisir du lait pasteurisé. Aucun produit cru n'atterrira dans ton chariot aujourd'hui. Lorsque le lait passe par la pasteurisation, il est chauffé pour éliminer les bactéries pathogènes. Cela n'enlève pas la valeur nutritionnelle du produit, donc pas d'inquiétude à ce sujet. Lorsque tu choisis tes yaourts, fais attention à l'étiquette. Moins il y a de mots dessus, mieux c'est. 3 ingrédients de base suffisent pour que ça fonctionne. Le reste pourrait être des conservateurs et du sucre dont tu n'as pas besoin. Si tu vois probiotiques et ferments actifs, c'est bon signe. N'oublie pas de prendre du fromage. Pas celui-là, cependant. Les fromages à pâte molle, comme la ricotta, le fromage frais, le chèvre frais ou le fromage râpé, ne doivent pas avoir de moisissure. Elle peut facilement se répandre. Un peu de moisissure est acceptable sur les fromages à pâte dure. Tu peux soigneusement découper la zone autour et le manger quand même. Youpi, tu as fini de faire tes courses. Il est temps de rentrer à la maison et de cuisiner. Tu gares ta voiture dans une ruelle sombre, tu la fermes à clé et tu la laisses juste quelques minutes pour aller prendre un café. Lorsque tu reviens, ton véhicule adoré n'est plus là. Une alarme retentit. Oh, attends, c'était juste le réveil. Ouf. Heureusement, tout cela n'était qu'un rêve et tu peux encore faire en sorte qu'il ne se réalise jamais. Tout d'abord, tu peux installer un antivol de volant dans ta voiture. Il peut s'agir d'une longue tige métallique qui passe sur le volant ou d'un verrou à chaîne relié à la boucle de la ceinture de sécurité. Ces 2 options sont efficaces pour ralentir les voleurs qui pourraient s'introduire dans ton véhicule. Mais elles ne le protègent pas à 100% contre les attaques. Les braqueurs peuvent tout simplement détacher le volant ou même casser la serrure. Il faut donc ajouter quelques couches de protection supplémentaires pour être tranquille. Les criminels aiment utiliser des dispositifs qui captent des signaux et les aident à voler des voitures sans clé. Par exemple, si la voiture est garée dans le garage d'une maison privée ou sous les fenêtres d'un immeuble à plusieurs étages, les clés restent accessibles grâce à un périphérique radio.
Les voleurs peuvent facilement intercepter le signal et le propriétaire de la voiture ne remarquera jamais rien. Pour protéger tes clés des attaques par relais lorsqu'elles sont rangées à la maison, utilise quelque chose de métallique. Il suffit d'envelopper les clés dans une feuille d'aluminium pour bloquer les signaux radio ou de les conserver dans une boîte métallique sécurisée. Gare-toi dans des endroits bien éclairés et équipés de caméras de sécurité. Les entrées de bâtiments et les parkings sont toujours la meilleure option. Un garage isolé, en revanche, n'est pas toujours une bonne idée, car il peut être risqué d'un point de vue sécurité pour toi. Si toutefois tu te gares dans l'un de ces endroits, reste près du poste du gardien ou un endroit où les caméras de sécurité peuvent te voir. Il faut toujours garder les roues tournées vers le bord du trottoir, où que ce soit. Cela rendra la tâche beaucoup plus difficile aux voleurs qui tenteraient de remorquer la voiture avec une dépanneuse. Pour voler ta voiture, un criminel devra alors effectuer plusieurs manœuvres supplémentaires. Cela demande du temps et des efforts, et cela devrait donc démotiver les malfaiteurs. Dans de nombreux cas, ce n'est pas ta voiture que les criminels cherchent à voler. Il s'agit plutôt du nouvel ordinateur portable rutilant que tu as abandonné sur le siège avant ou de ton sac à main de marque qui semble rempli d'objets de valeur. Il est difficile de résister à ce genre de tentation et cela conduit souvent à un cambriolage. Alors, prends donc un moment supplémentaire pour cacher tes affaires dans le coffre et ton véhicule sera moins attirant pour les criminels. Ne laisse jamais ta voiture ouverte sans surveillance, même si c'est pour acheter quelque chose 2 secondes. Si tu dois descendre, commence toujours par arrêter le moteur, fermer les fenêtres et verrouiller les portes. Toujours. Conserver la carte grise dans la voiture est un excellent moyen de faciliter le travail des voleurs. Ils pourront la présenter aux agents de police s'ils se font arrêter. Les données de ton assurance et le numéro d'identification du véhicule peuvent ensuite les aider à obtenir de nouvelles clés pour déverrouiller la voiture sans problème. Si tu n'es pas la seule personne à utiliser ta voiture, cherche un endroit secret pour cacher les papiers et n'en parle qu'aux personnes en qui tu as entièrement confiance. Tu peux aussi prendre une photo de la carte grise et des informations sur l'assurance et les stocker sur ton smartphone. Une autre option consiste à faire des copies de ces documents importants et à les garder avec toi. Tu peux aussi graver sur ton pare-brise, tes fenêtres et tes rétroviseurs le numéro d'identification du véhicule, VIN. Ce service ne coûte pas cher, mais il démotivera les voyous. En effet, ils devront dépenser de l'argent pour changer le verre marqué et réfléchiront à 2 fois avant de se lancer à l'attaque de ton véhicule. On peut aussi jouer les espions et laisser des marques sur différentes parties de la voiture avec un stylo invisible ou la recouvrir de micro-points avec ses coordonnées d'identification. Cela n'arrêtera pas les voleurs, mais il sera beaucoup plus facile de retrouver la voiture si elle est volée. Si tu sais que tu vas devoir laisser ta voiture dans un nouvel endroit et que tu penses que ce n'est pas un lieu sûr, cache-y un vieux téléphone ou une tablette allumée. Assure-toi ensuite de pouvoir le localiser. Ainsi, les fonctions « Trouver mon téléphone » te permettront de localiser le portable et la voiture en quelques secondes. Tu peux soit obtenir un plan de données économiques pour un suivi en temps réel, soit te fier au GPS, il devrait fonctionner même sans carte SIM. Protège tes rétroviseurs latéraux des voleurs avec des housses spéciales. Il existe des modèles dotés de serrures fabriquées dans des matériaux anti-découpe. La housse protégera également les rétroviseurs latéraux des rayures et des éraflures et prolongera leur durée de vie. De plus, on peut faire preuve de créativité et choisir des housses avec le logo de son équipe préférée ou un autre élément important pour soi. Plutôt sympa de personnaliser son véhicule avec un petit budget, n'est-ce pas ? Les voleurs de voitures utilisent différents stratagèmes pour détourner notre attention. Un morceau de papier collé sur la lunette arrière, une bouteille en plastique au-dessus du volant ou un t-shirt sur le coffre de la voiture. Ces petites choses, entre autres, ont toutes les chances de faire sortir le conducteur de sa voiture. Les voleurs peuvent aussi faire semblant d'être sympathiques et serviables et te dire de te garer parce qu'il y a quelque chose sous ta voiture. L'idée est, là encore, de te faire sortir de ta voiture et de les laisser la voler tranquillement. Donc, au lieu de sortir, verrouille les fenêtres et les portes et ne sors jamais s'il y a quelqu'un de suspect dans les parages. Les criminels ne sont pas les seuls à pouvoir nuire à un véhicule. Les conditions climatiques hivernales peuvent également poser un problème. Si tu ne veux pas retrouver tes essuie-glaces collés au pare-brise et les gratter tous les matins, laisse-les relever quand tu ne conduis pas. Tu as probablement entendu dire que c'est une mauvaise idée, car cela abîme le ressort du bras et peut inciter quelqu'un à voler tes essuie-glaces. Ne crains rien, les ressorts ne perdent pas leur élasticité et il n'y a pas vraiment beaucoup de gens qui en ont après tes balais d'essuie-glaces. Si toutefois tu oublies de relever les essuie-glaces et que tu les retrouves collés à ton pare-brise, essaye de faire fonctionner la climatisation. L'air froid dégivrera les vitres tout comme l'air chaud.
il fonctionne en déshumidifiant l'air. Si la serrure est gelée et que tu ne peux pas entrer dans ta propre voiture, utilise du gel désinfectant pour les mains. Cette substance peut faire fondre la glace sans problème. Pour éviter que le pare-brise ne gèle, mélange 3 volumes de vinaigre et 1 volume d'eau et vaporise cette solution sur les vitres pendant la nuit. Cela devrait permettre de gagner du temps le lendemain matin. Par temps froid, le réservoir d'essence doit toujours être plus qu'à moitié plein. L'air humide se fera un plaisir de remplir tout espace vide au-dessus du carburant dans ton réservoir. Et cet air se condensera en eau avec le froid. L'eau étant plus dense que l'essence, elle se dépose au fond du réservoir. Lorsqu'elle s'accumule en quantité suffisante, elle passe par la conduite de carburant jusqu'au moteur, ce qui n'est pas vraiment une bonne chose. Pour protéger ta voiture adorée de la rouille, lave-la régulièrement. Une chose aussi simple que cela peut faire toute la différence. Car la saleté endommage la pellicule protectrice transparente de la peinture et permet à la rouille de s'infiltrer plus facilement. Il ne faut pas oublier de laver aussi le châssis de la voiture et les passages de roues. Vérifie que la peinture de la voiture ne s'écaille pas ou ne se décolle pas. Il est nécessaire que cette couche protège le véhicule des intempéries. Pendant la saison froide, le sel de la route peut également provoquer des taches de rouille. Pour éviter cela, il faut au moins rincer la voiture toutes les semaines, même en hiver. Et surtout, n'oublie pas de la polir au moins 2 fois par an. C'est un autre bon moyen de préserver l'aspect neuf de la peinture et de la protéger des rayons UV. Une dernière chose importante, garde toujours l'intérieur de ta voiture propre. Si on renverse quelque chose à l'intérieur, il faut tout de suite éponger le liquide. Il ne faut pas qu'il s'infiltre plus loin et touche les parties métalliques, parce que c'est ainsi que se forme la rouille. Une simple éponge et du bicarbonate de soude permettent d'effacer les petites taches de graisse, les traces de doigts et les marques sur les murs, ou sur toute autre surface peinte, comme les meubles et les clôtures en bois. Il suffit de saupoudrer un peu de bicarbonate de soude sur une éponge sèche et de frotter la zone maculée dans un mouvement circulaire. Utilise ensuite un chiffon propre et sec pour essuyer le bicarbonate de soude afin d'éliminer toute trace de saleté résiduelle. Si tu crains que cette technique n'abîme ta peinture, essaye d'abord un tout petit peu de bicarbonate de soude et vois comment la surface réagit. Si tu veux extraire le maximum de jus de ton citron, mets-le d'abord au micro-ondes pendant 15 secondes. Ensuite, fais-le rouler sur une surface dure. Et à présent, il n'y a plus qu'à utiliser ton presse-agrumes manuel. Lorsque tu casses du verre ou de la poterie sur le sol, il peut être difficile de distinguer et de ramasser tous ces minuscules fragments, surtout si le verre est transparent. Devine ce qui peut t'aider. Une tranche de pain. Après avoir enlevé tous les gros morceaux, passe soigneusement une tranche de pain épaisse sur le sol pour ramasser ces petits éclats. Il devrait rester coincé dans le pain, mais veille à le faire très soigneusement ou à porter des gants de protection. Et ne te prépare pas un sandwich juste après. Je dis ça, je dis rien. Si tu es un grand amateur d'ail, voici une astuce pour toi. Coupe un bulbe d'ail en 2 et frotte-le dans un bol vide pour lui donner une saveur agréable. Tu peux ensuite y mettre tes pâtes, ton risotto ou ta salade et savourer un bon repas. Les tubes de Pringles sont faits d'un mélange de papier, de plastique et de métal, ce qui en fait une bonne option pour organiser tes condiments. Tu peux peindre les tubes d'une couleur unie pour les assortir au style minimaliste de ta cuisine, puis coller des étiquettes sur le côté. As-tu déjà eu du mal à enfiler une aiguille? Voici une solution adéquate. Place ta brosse à dents sur la table et fais passer ton fil entre ses poils. Pousse ensuite doucement l'aiguille vers le bas. Les poils rigides t'aideront à faire passer le fil par le chat de l'aiguille sans effort. Une fois ton objectif atteint, tu n'as plus qu'à terminer le travail en tirant avec tes doigts. Si le thé a laissé des taches qui ne s'en vont pas au lavage sur ta tasse favorite, essaye d'appliquer un peu de dentifrice sur ton éponge. Cela s'applique également lorsque tu dois faire briller tes couverts sales. Il est préférable d'utiliser une éponge légèrement abrasive. Elles sont très utiles pour éliminer les traces sombres sur la vaisselle. Mettons que tu aies récemment reçu un très beau bouquet. Mais les fleurs ont pris cet air tristounet en un clin d'œil. Tu peux prolonger leur vie très facilement et presque gratuitement. Tout d'abord, remplis un vase d'eau fraîche et mets-y quelques cuillères à café de sucre. Cela aidera à nourrir tes fleurs. Avant de les remettre dans le vase, coupe environ 1 cm de la tige. Veille à la couper en biais comme ceci. Cette astuce augmentera la surface d'absorption de l'eau. Répète cette opération avec toutes les tiges, surtout celles qui sont rigides.
Remets le bouquet dans le vase. Les fleurs devraient être ragaillardies dans les 12 heures qui suivent. Si tu as froid aux pieds, mets-les dans un vase. Non, attends, je m'en mêle les pinceaux. Utilise un sèche-cheveux pour réchauffer tes pantoufles avant de t'en servir. Cette astuce s'applique également à tes chaussures d'extérieur en hiver. En parlant de pieds, ouf, il existe un bon moyen de se débarrasser des odeurs désagréables. Applique environ 10 gouttes de ton huile essentielle préférée sur 2 boules de coton. Place ensuite ces boules dans tes chaussures et laisse-les reposer toute la nuit. Le matin, retire-les et profite de cette nouvelle fragrance exotique. Tu peux aussi mélanger plusieurs de tes parfums préférés pour personnaliser encore plus l'odeur de tes chaussures. Si ton tuyau d'évacuation est un peu sale et malodorant, il existe une astuce géniale pour résoudre ce problème. Mets 2 cuillères de bicarbonate de soude et verse un peu de vinaigre. Il ne te reste plus qu'à te détendre et à profiter du spectacle. Le mélange va mousser et aider à décoller la saleté. Nous avons tous essayé de craquer une allumette à l'extérieur par temps venteux et nous avons tous échoué lamentablement. Eh bien, c'est que nous nous y prenions mal. Il existe un moyen facile de préparer une allumette à l'avance, à l'aide d'un couteau bien aiguisé. Il suffit de tailler soigneusement les 4 coins juste en dessous de la tête de l'allumette. Répète ensuite la même technique une fois de plus pour obtenir ce résultat. Ces 8 petits éclats permettront de créer une flamme plus résistante au vent. Si tu as une petite penderie avec peu d'espace pour accrocher de nouveaux vêtements, enlève quelques goupilles métalliques du dessus de tes vieilles canettes. Elles peuvent constituer de parfaites boucles de suspension pour fixer un second cintre. Il suffit de placer l'anneau sur le crochet. Et c'est ainsi que l'on peut doubler, voire tripler l'espace de rangement sur une seule tringle. Si tu dois d'urgence fabriquer une bougie, tu peux utiliser un élément que l'on trouve fréquemment dans tous les réfrigérateurs. As-tu deviné de quoi il s'agit? Du beurre, bien entendu. Coupe un morceau de beurre refroidi et place-le dans un plat résistant à la chaleur. Perce un trou en son centre à l'aide d'un cure-dent ou d'un bâtonnet de bois. Il nous faut maintenant une mèche. Tu peux utiliser de la ficelle ou un fil de coton ordinaire. Coupe la longueur correspondante et passe-la dans le trou de façon à ce qu'elle aille jusqu'au fond de la bougie. Enduis délicatement l'extrémité de la mèche de beurre et allume ta toute nouvelle bougie bricolée. Utilise des fers à lisser pour faire disparaître les plis de ta cravate. Ou bien, mettons que tu travailles dans un magasin et que tu doives compter une pile d'argent liquide. Les fers t'aideront à repasser rapidement ton argent pour le répartir en piles plus petites, que tu pourras ensuite fourrer dans tes poches ou dans ton sac à dos. Attends, non, ça c'est défendu. Waouh, que cette fermeture éclair est coriace! Pourquoi ne glisse-t-elle pas comme toutes les autres? Mais ne te précipite pas pour jeter ton manteau. Prends donc une savonnette et frotte-la doucement de haut en bas contre la fermeture éclair. Répète l'opération des 2 côtés. Peux-tu voir la différence? Coupe une jambe d'un vieux collant et mets-y 2 longs tubes en carton. Enfile-le ensuite sous la porte de ta chambre avec un tube de chaque côté. Tu seras ainsi protégé contre les courants d'air, car les collants boucheront l'interstice sous la porte. Tu peux aussi utiliser cette astuce lorsque tu as besoin d'occulter complètement une pièce. Veille à utiliser des collants noirs bien épais. Imaginons que tu te rendes à une conférence dans une autre ville et que ton emploi du temps soit très chargé. Tu peux préparer tes tenues pour chaque jour à l'avance et les ranger dans différents compartiments de ton organisateur de rangement pliable. Tu peux ensuite le mettre dans ta valise, la refermer et te voilà prêt à partir. Lorsque tu arrives à l'hôtel, il te suffit de sortir soigneusement cet organiseur et de le suspendre dans le placard en 2 temps 3 mouvements. Mais n'oublie pas de prendre tes chaussures pour autant. Existe-t-il un moyen de planter un clou dans un mur sans se taper les doigts? La réponse est oui. Prends un peigne et enfonce le clou entre ses dents. De cette façon, tes doigts délicats resteront à l'écart et ne risqueront pas d'être blessés. Une fois que tu as suffisamment enfoncé le clou, tu peux retirer doucement le peigne et terminer le boulot. Si tu as urgemment besoin d'une éponge métallique pour laver ta casserole ou ta poêle sans téflon, utilise un morceau de papier d'aluminium. Froisse-le pour en faire une boule, applique un peu de liquide vaisselle et ton éponge toute neuve est prête. Maintenant, commence à frotter et prépare-toi à être surpris. Ça fonctionne très bien, n'est-ce pas? Au fait, le papier alu n'a pas besoin d'être neuf, tu peux réutiliser un morceau qui t'a déjà servi à cuisiner. Le dernier conseil s'adresse aux perfectionnistes. Si ton pommeau de douche présente une accumulation de dépôts calcaires, l'eau ne coulera pas directement vers le bas. Pour y remédier, remplis un sac en plastique de vinaigre blanc. Place ensuite le pommeau de douche dans le sac, attache-le avec un élastique et laisse-le reposer toute la nuit. Au matin, tu peux frotter ton pommeau avec une vieille brosse à dents ou même une brosse à vêtements. Cela devrait permettre d'éliminer les derniers résidus de tartre. Cette astuce s'applique également à la tête des robinets.
Si tu as du mal à ouvrir un récipient ou un bocal, ne fais pas trop d'efforts. Passe le couvercle sous l'eau chaude pendant une demi-minute, puis sèche-le pour pouvoir bien le tenir, et tu verras qu'il s'ouvrira comme par magie. Si tu suis une recette qui demande à la fois de l'ail et des oignons, ajoute d'abord les oignons. Lorsqu'ils deviennent presque translucides, c'est le moment idéal pour ajouter ton ail. L'ail cuit plus vite que les oignons. Par conséquent, si tu mets ces deux aliments en même temps dans une casserole, l'ail brûlera et ton plat ne sera pas très bon. Tu aimes les avocats ? Voici comment tu peux facilement vérifier s'ils sont mûrs ou non. Jette un coup d'œil à la queue du fruit. Si elle se détache facilement, c'est que l'avocat est bon à manger. Si elle résiste, mieux vaut attendre encore quelques jours, car il n'est pas encore mûr. Voici comment tu peux savoir si un œuf est frais ou non. Casse-le et vérifie le jaune. Si tu vois qu'il est entouré d'un cercle blanc et qu'il est situé bien au milieu, ton œuf est frais. Le jaune d'œuf est également censé être volumineux. S'il est plat, il vaut mieux ne pas manger l'œuf. Si tu vois que la partie blanche n'a pas de contour net et que ton œuf s'étale, il y a de fortes chances qu'il soit avarié. Pour évaluer la qualité de tes œufs, place un œuf cru encore dans sa coquille dans un bol d'eau. Si l'œuf reste au fond, c'est bon. Si l'un de ses côtés se rapproche de la surface de l'eau, ton œuf n'est pas frais, mais tu peux encore le manger. Mais s'il flotte, il ne doit pas être consommé. On ne se brosse pas les dents le matin et le soir de la même manière. Il est important de se brosser les dents le matin, mais surtout pour avoir une haleine fraîche. Le soir, tu dois te brosser les dents plus soigneusement, tu empêcheras la prolifération des bactéries et protégeras tes gencives et tes dents. En parlant de mauvaise haleine, voici une bonne astuce pour t'en débarrasser en un clin d'œil. Les tranches de concombre. Si tu n'as pas de pastille à portée de main, il te suffit de manger une tranche de concombre pour résoudre ce problème. Lorsque tu achètes du beurre de cacahuète naturel, conserve-le à l'envers. De cette façon, il restera bien homogène. De plus, son huile remontera vers le haut, ce qui rendra ton beurre de cacahuète plus facile à mélanger. Lorsque tu poses quelque chose à un petit moment, dis-le à voix haute. Par exemple, j'ai posé mon téléphone par terre à côté de mon lit. Tu mobiliseras ainsi plusieurs parties de ton cerveau, y compris celles qui sont responsables de la parole, et tu t'en souviendras mieux. Tu peux faire la même chose lorsque, par exemple, tu souffles une bougie, débranches ton lisseur, éteins ta cuisinière ou emportes tes clés, ton portefeuille et d'autres objets quand tu sors de chez toi. Finis alors ces petits moments de doute où tu te demandes si tu n'as rien oublié. Si tu rends visite à un ami et que tu apportes quelque chose que tu ne veux pas oublier en partant, mets-le à côté des clés de ta voiture. Impossible de partir sans elles. Si tu as du mal à prendre une décision, joue à pile ou face. Il ne s'agit pas vraiment de laisser la pièce décider à ta place. Mais pendant que tu attends de voir le résultat, ton esprit se mettra automatiquement à penser au résultat que tu souhaites vraiment, mais qui reste inconscient ou inexprimé. Tu es au supermarché et tu veux savoir si telle ou telle citrouille est bonne ou mauvaise. Tape dessus. Est-ce que tu as l'impression qu'elle est vide à l'intérieur ? C'est un bon signe. Quant à l'extérieur, il doit être dur. Nous jetons parfois des aliments qui sont encore bons, comme le yaourt qui s'est stratifié. Tu sais, cette couche de liquide sur le dessus, c'est du petit lait et il contient des nutriments. Mélange ton yaourt pour le rendre homogène, tu peux encore le manger. Lorsque tu achètes du poulet, vérifie qu'il n'y a pas de liquide autour. Par exemple, si tu sors du poulet de ton congélateur et que tu vois beaucoup de glace tout autour, il vaut mieux ne pas le manger. Tu emménages dans un nouvel appartement ou une nouvelle maison ? Commence par aménager ta chambre à coucher. Achète un lit avant toute chose. Lorsque tu seras épuisé par le déménagement et le nettoyage, tu auras envie d'un endroit confortable pour te reposer. Voici une astuce qui t'aidera à déterminer si ton huile de coco est frelatée. Laisse-la au réfrigérateur pendant une demi-heure. L'huile de coco devient solide à basse température. Les huiles frelatées se désagrègent et prennent l'aspect de couches séparées. Pour savoir si un oignon est moisi, il te suffit de regarder ce qui se trouve sous la première couche de pelure. Tu vois des taches et la pelure est comme décolorée, c'est de la moisissure. Choisis-en un autre et épluche-le bien si tu n'en as qu'un. Il est possible de déterminer à l'œil nu si un citron est mûr ou non. Si sa peau est lisse et d'un jaune soutenu, il est mûr. Un teint verdâtre ainsi qu'une couleur jaune pâle indiquent qu'il n'est pas encore prêt à être consommé. Si tu veux profiter pleinement de ton café, il vaut mieux acheter des grains et les moudre toi-même. Ou demander au vendeur de le faire dans le magasin où tu achètes ton café.
C'est la meilleure façon de s'assurer que le produit ne contient aucun des ajouts qui peuvent être présents dans un café moulu ordinaire. Si tu cherches un moyen simple de séparer les jaunes des blancs d'œufs, essaie ceci. Prends une bouteille en plastique propre et vide, casse un œuf dans un bol, serre la bouteille au-dessus du jaune d'œuf et relâche lentement. Tu créeras ainsi un vide qui fera glisser le jaune d'œuf dans la bouteille. Et voilà, le jaune et le blanc sont séparés. Et c'est facile. Imaginons que tu aies perdu une boucle d'oreille ou un autre petit objet dans la maison. Ton aspirateur peut t'aider, mais n'oublie pas d'utiliser un bas. Ainsi, l'objet ne se mêlera pas à la poussière et à la saleté qui se trouve dans le sac. Tu veux emporter ta lotion préférée en voyage, mais elle prend trop de place? Tu peux utiliser un boîtier pour lentilles de contact. Ce n'est pas très encombrant et c'est une solution parfaite pour les voyages de courte durée. Un lisseur à cheveux est un outil étonnamment efficace pour repasser les cols, surtout si tu n'es pas fan du repassage classique. Pour savoir si une pile marche encore, laisse-la tomber d'une quinzaine de centimètres au-dessus d'une table. Si elle rebondit une fois et retombe, c'est qu'elle est en bon état. Si elle rebondit davantage, c'est qu'elle est usée ou sur le point de l'être. Si ton rasoir n'a pas de capuchon, tu peux utiliser une pince à dessin pour couvrir sa lame et pour protéger le reste de tes affaires si tu l'emballes avec des objets ou des matériaux fragiles. Tu peux facilement différencier tes clés avec du vernis à ongles, surtout si elles se ressemblent toutes. Tu n'auras plus à toutes les essayer avant de trouver la bonne. Lorsque tu réchauffes quelque chose au micro-ondes, fais un rond au milieu de ton plat. De cette façon, tes aliments se réchaufferont plus uniformément. Une paille est un outil sympa pour équeuter les fraises, tu ne trouves pas? Un moule à muffins est très utile si tu veux servir différents condiments pour ton barbecue. En outre, il te permettra de gagner du temps au moment de faire la vaisselle. Voici comment protéger ta carte bancaire des escrocs potentiels. Prends un marqueur et masque les 4 derniers chiffres. Tu peux aussi utiliser un autocollant facile à enlever et le placer sur le code de sécurité. As-tu déjà eu un invité qui, malheureusement, ne se servait pas de son dessous de verre? Prends un sèche-cheveux et tiens-le à quelques centimètres de la tache. Branche-le à chaleur moyenne pendant quelques minutes pour faire évaporer la trace. Si une trace décolorée subsiste, mélange la même quantité de vinaigre et d'huile d'olive dans un bol. Applique-le sur la zone marquée et frotte jusqu'à ce que la tache disparaisse, puis essuie. Ne perds pas de temps à récurer à fond les taches de brûlure sur le fond d'une casserole. Au lieu de cela, remplis-la d'eau et ajoute 3 cuillères à soupe de sel. Laisse reposer toute la nuit pour que le sel dissolve les résidus de cuisine et le matin, vide l'eau de la casserole. De cette façon, il sera beaucoup plus facile d'enlever toute cette graisse. Imagine la scène. Tu es en vacances et ta chemise est toute froissée dans ta valise. Tu en as besoin ce soir, mais l'hôtel n'a pas de fer à repasser. Pas de panique, accroche la chemise dans la salle de bain et pendant que tu te prélasses sous une douche bien chaude, la chaleur et l'humidité vont défroisser ta chemise. Ok, ce ne sera pas parfait, mais ça ira beaucoup mieux, et le tout sans aucun effort. Le match de foot va commencer d'un instant à l'autre et il s'avère que tu n'as plus de pile adaptée pour ta télécommande. Tu peux utiliser une pile plus petite à la place, qui rentrera facilement à l'intérieur. Maintenant, prends du papier d'aluminium et froisse-le. Place la boule d'alu dans l'espace situé sur l'extrémité négative ou plate de la pile. Voilà, tu peux allumer la télé désormais. Lorsque tes tongs s'abîment et que le morceau de plastique s'échappe tout le temps de son trou, c'est certainement le signe que tu as besoin d'une nouvelle paire. Mais il existe un moyen de prolonger leur durée de vie. Remets le morceau dans son trou, puis attache derrière ces espèces de pinces que l'on trouve sur les paquets de pain de mie. La pince fournira un support suffisant pour que la sandale reste bien en place. Tu as reçu un colis et la facture est scotchée dessus. Tu as réussi à la détacher de la boîte, mais ensuite, comment décoller le scotch sans déchirer le papier? Saisis les 2 extrémités du ruban adhésif. Si tu tires lentement, le ruban va s'étirer et se séparer du papier sans le déchirer. Les sachets fraîcheurs sont parfaits pour garder les choses bien au sec, mais ce serait génial s'ils étaient plus grands, non? Prends-en 2 et retourne l'un d'eux. Ils peuvent maintenant se fixer l'un à l'autre et former un grand sac, assez grand pour protéger un clavier par exemple. Inutile de transporter tes clés dans ta main lors de ton prochain jogging. Mets-les plutôt dans ta poche, prends un élastique et noue-le autour de la poche par l'intérieur, ainsi tes clés ne tomberont pas.
Tu as cassé ta clé dans la porte. Elle est coincée dedans. Super! Faire appel à un serrurier risque de coûter plus d'une centaine d'euros. Pour une solution moins chère et plus rapide, essaie d'utiliser un bâton de colle chaude. Chauffe l'extrémité à l'aide d'un briquet et une fois qu'elle est suffisamment chaude pour fondre, introduis la colle dans le trou de serrure. La colle fondue entrera dans l'espace disponible, recouvrant une partie de la clé. Une fois refroidie, elle se combinera et se fixera solidement à l'extrémité de la clé qu'il ne te restera plus qu'à extraire. Si tu dois siphonner du liquide à travers un tuyau et que tu veux éviter de le mettre dans ta bouche, plonge une extrémité dans le liquide et tiens l'autre bout vers le haut avec ton pouce qui ferme le haut. Maintenant, remue de haut en bas. Ce mouvement de secousse poussera le liquide vers le haut un peu plus à chaque fois. Une fois qu'il aura atteint le sommet, rabaisse le tuyau et laisse la gravité faire le reste. Tu as oublié tes clés de voiture dans ton véhicule verrouillé. C'est un vieux modèle avec une fenêtre mécanique. Tu pourrais prendre un cintre et chercher à débloquer la serrure, mais c'est long et compliqué. Ou alors tu peux utiliser du ruban adhésif. Fais une vingtaine de bandes de 60 cm de long, colle-les sur la fenêtre en laissant suffisamment de place pour que le ruban puisse s'attraper par le bas. Ensuite, avec un ami, prends les extrémités du ruban adhésif et en les maintenant ensemble, tire le gros scotch vers le bas. La force exercée permettra à la fenêtre de s'abaisser suffisamment pour que vous puissiez déverrouiller la porte. Lorsque tu plantes de grandes vis dans du bois dur, il se peut que ta vieille perceuse ne soit pas assez puissante, ce qui les laisse à moitié enfoncées avant qu'elles ne déclarent forfait. Prends donc un bloc de cire et frotte les bords de tes vis avec. La cire fonctionne comme un lubrifiant, elle fond lorsqu'elle est chaude et facilitera le passage de la vis. Tu es parti en camping, mais tu n'as rien apporté pour allumer le barbecue. Prends un petit sac en plastique bien hermétique. Remplis-le d'eau et ferme-le soigneusement en formant un ballon rond. Maintiens-le au-dessus de l'endroit où tu veux capter la lumière du soleil. Le sac d'eau fonctionnera comme une loupe, allumant le barbecue. Évidemment, il faut que ce soit un jour de grand soleil. Tu as aussi oublié ton tire-bouchon ou ton bouchon s'est cassé à moitié dans le goulot. À l'aide d'un briquet, chauffe le haut de la bouteille. La chaleur dilatera légèrement le verre, ce qui éjectera le bouchon par le haut. Tu as encore mis de la superglue sur tes doigts? Prends du sel et verse-le sur tes doigts collés. Mets tes doigts sous l'eau et frotte délicatement. Le mélange va dissoudre la colle et te libérer en un rien de temps. En accrochant un tableau, il peut être impossible de trouver la bonne distance entre le mur et le tableau. Place une fourchette à l'envers et insère-la de manière à pouvoir glisser le clou entre les dents centrales de la fourchette. La fourchette possède un long manche séparé du mur, ce qui permet de glisser plus facilement la ficelle du tableau sur le clou. Une fois que le tableau est parfaitement équilibré, il suffit de retirer la fourchette. Tu dois mettre un gâteau dans une boîte, mais si tu veux le ressortir plus tard de là, tu risques de l'abîmer. Place le couvercle à l'envers et pose le gâteau directement sur le couvercle. Celui-ci sert maintenant de base au récipient, ce qui simplifiera grandement l'accès au gâteau, morceau après morceau. Tu peux vider plus rapidement l'eau des grands récipients et des bouteilles en formant un tourbillon. En l'agitant en rond, tu créeras une sorte de vortex qui permettra à l'air de s'engouffrer dans le récipient pendant que l'eau s'écoule. C'est beaucoup plus rapide que la méthode habituelle. Il existe un moyen plus facile et moins salissant de retirer les coquilles d'un œuf dur. Une fois l'œuf cuit, casse la coquille aux deux extrémités en la tapant. D'un côté, retire la coquille en l'écaillant. Souffle ensuite directement avec ta bouche sur l'extrémité ouverte. La force de l'air poussera l'œuf et dilatera la coquille, ce qui permettra de le faire sortir sans dommage. Si les charnières de ton ordinateur portable se cassent, tu sais que leur réparation peut coûter plusieurs centaines d'euros. Une solution bien plus économique consiste à acheter un cadre photo et à le coller au dos de l'écran. Tu as fait tomber un petit bijou sur le sol et tu te dis que tu ne vas jamais le retrouver. Prends une chaussette et place-la sur l'extrémité du tuyau de ton aspirateur. Aspire bien la zone et vérifie régulièrement le tuyau. Tu finiras par retrouver ton bijou au bout de celui-ci. Tu as percé un trou dans le mur, mais le trou est maintenant trop grand. Retire la vis et trouve un objet légèrement plus court et plus fin. Si tu n'as pas de cheville, des morceaux de plastique, des petits fils, des trombones ou même des cure-dents conviendront parfaitement.
glisse cet objet à l'intérieur du trou. Il va remplir l'espace suffisamment pour que la vis puisse être réintroduite en toute sécurité. Lorsque tu sors les ordures, il se peut que tu te retrouves avec du jus de poubelle sur toi. Un bon moyen d'éviter cela est de placer de vieux papiers au fond du sac. Cela permet non seulement d'absorber tous les liquides provenant de la nourriture et d'autres éléments, mais aussi d'empêcher la formation de mauvaises odeurs dans la poubelle. Personne n'aime les moustiques et les insecticides coûtent cher. Une alternative bon marché consiste à prendre une bouteille en plastique et à couper la partie supérieure, là où elle prend une forme d'entonnoir. Après l'avoir retirée, retourne-la et mets-la à l'intérieur de la bouteille. Mélange 2 tasses d'eau chaude avec 2 cuillères à soupe de sucre. Les bestioles seront attirées par la préparation à l'intérieur et resteront piégées dedans. Il ne te reste plus qu'à t'asseoir et à te détendre, sans craindre de te faire piquer. Tu en as vraiment marre d'oublier les anniversaires de tes amis et de passer 2 heures à apprendre par cœur 2 lignes d'une présentation de travail ? Sors des baguettes ou, encore mieux, demande des conseils sur comment améliorer ta mémoire à Elon Musk. Comment ? Tu n'as pas son numéro ? T'inquiète, on s'en occupe. En 2001, Elon Musk a appelé Jim Cantrell, ingénieur mécanique qui travaillait pour l'Agence spatiale française. Musk voulait savoir s'il était possible d'envoyer un vaisseau sur Mars. Il voulait construire ses fusées et a donc emprunté des livres sur le sujet à Cantrell. Peu de temps après, il a rendu les livres et a commencé à parler de fusées, de physique et de mécanique spatiale avec le chercheur. Cantrell était épaté. Toi aussi, tu veux devenir ingénieur aérospatial en un rien de temps ? Écoute bien alors. En résumant ces interviews, on découvre qu'Elon Musk suit 2 règles d'apprentissage. Tout d'abord, il faut être sûr de cultiver son propre arbre de connaissances. Si tu veux dépasser tes limites, commence donc par le tronc et les grosses branches. Et une fois que c'est fait, passe aux feuilles. C'est là que tu te dis « Mais de quoi il parle ?» Imaginons que tu étudies une nouvelle langue. Avant de mémoriser des mots singulièrement, tu devrais commencer par des règles générales. Quand tu apprends et mémorises ces règles, tu construis un tronc de connaissances solide. Ça fonctionne pour tout. De la physique aux tendances sur TikTok. La deuxième règle, c'est que tu ne mémorises pas ce que tu ne peux pas mettre en lien. Elon Musk n'apprend rien au hasard. Il met en lien toutes les nouvelles informations avec les bases plus approfondies et solides qu'il possède déjà. Donc, au lieu de capter des bribes de notions et de les jeter dans un feu qui va se consumer tôt ou tard, tu dois comprendre comment connecter les feuilles et les branches de tes arbres de la connaissance pour les faire fleurir. Pour faire en sorte que tes arbres poussent, tu dois t'entourer de personnes qui sont les meilleures dans leur domaine. Tu ne peux pas inviter les meilleurs cerveaux du monde pour un barbecue ? Essaye de les rendre au moins virtuellement présents dans ta vie. Regarde leurs interviews, écoute des podcasts et lis le plus possible. Musk recommande des livres sur les génies de l'histoire, mais de s'adonner au plus de lectures possible en général. Quand il avait 9 ans, il s'est lancé dans la lecture de toute l'encyclopédie Britannica. Puis, il est passé aux livres de science-fiction. Il lisait environ 10 heures par jour. Si lire n'est pas ta tasse de thé, je pourrais te suggérer de serrer les poings, ou d'autres idées peu conventionnelles pour booster ta matière grise. 99% de la population mondiale utilise sa main dominante. Tu utilises quelle main, toi, d'ailleurs ? Oui, celle que tu utilises pour écrire, pour manger ta soupe, pour peindre, etc. Essaye de passer à ton autre main de temps en temps pour entraîner tes connexions neuronales. Ton cerveau et ta mémoire en seront d'autant plus efficaces. Utilise ton autre main pour te brosser les dents, pour nettoyer ou pour faire la vaisselle. Ça paraît compliqué les premières fois, mais c'est parfait pour pousser le cerveau à s'adapter. Répète cet exercice régulièrement. Ah oui, sauf quand tu conduis. Zumba, salsa, jazz, hip-hop, danse le plus souvent possible. Inscris-toi à des cours ou regarde des tutos des pas de danse que tu as toujours trouvé cool. Quand tu apprends des nouveaux pas, tu stimules ta mémoire et tes capacités de traitement de l'information. Essaye d'utiliser tous tes sens au quotidien. Va au marché, voyage, fais du jardinage, fais des cookies, prends des notes en réunion ou teste un nouveau resto. Dans tout ce que tu fais, concentre-toi quand tu touches, goûtes, sens, entends et vois les choses. Plus tu utilises tes 5 sens, même pendant que tu fais des choses banales, plus ton cerveau devra s'activer pour créer des souvenirs. Casse la routine. Prends une route différente pour aller au travail. Déplace ton calendrier de l'autre côté du bureau ou goûte un café différent. Fais attention aux détails.
Est-ce que tu sais combien d'assiettes il y a maintenant dans ton placard de cuisine? Compte-les ou compte le nombre de marches que tu fais chaque jour. Essaye aussi de prendre une douche les yeux fermés. Si tu fais des choses en utilisant le sens du toucher, ça va solliciter ton cerveau et c'est un bon exercice. Tu attends encore l'histoire sur les poings serrés, n'est-ce pas? En 2013, les psychologues de Montclair State University ont mené une étude et ils ont démontré que le fait de serrer le poing pendant 90 secondes facilitait la formation des souvenirs. Si tu fais pareil avec ta main gauche, tu peux stimuler les procédés mnémotechniques. Ils ont demandé à 50 adultes de mémoriser une longue liste de mots. Ceux qui ont serré les poings se souvenaient de plus de mots. Incroyable mais vrai. Les chercheurs pensent que le fait de serrer le poing stimule la zone du cerveau responsable des procédés de mémorisation. Est-ce que tu te rappelles du nom de cette fille que tu as rencontrée à l'anniversaire de ton ami? Ou le nom de ce gentil mécanicien qui a réparé ta voiture? Tu te rappelles probablement du visage, mais pas du nom. Le nom n'en dit pas trop sur la personne. Si tu veux encore faire travailler ton cerveau et faire l'effort de te souvenir de ces informations, répète-les à haute voix. Répète tout ce que tu viens de penser, de lire ou d'entendre à voix haute. C'est une façon de renforcer ta mémoire. Lis à haute voix. Repense à ce que tu as lu de temps en temps, une fois toutes les quelques heures, une fois par jour. C'est comme ça que tu maîtriseras des connaissances complexes ainsi que des compétences. Construis ton propre palais mental. Remets de l'ordre dans tes souvenirs. C'est une autre technique de mémorisation. Choisis un endroit que tu connais vraiment bien, ta ville d'origine, ton école ou ton armoire. Dans l'idéal, il faut choisir un endroit grand avec beaucoup de détails, disons chez toi. Maintenant, imagine que tu dois traverser cet endroit. Tu entres par l'entrée. Qu'est-ce que tu vois après? Ta cuisine? Ok. Choisis maintenant l'endroit où tu veux stocker les informations que tu veux mémoriser. Chaque endroit doit être unique. Tu peux choisir une pièce ou un objet dans cette même pièce. Prends une feuille et dessine ton palais avec tous les détails. Une fois que c'est fait, ferme les yeux et essaye de visualiser ton dessin. Ouvre les yeux et compare ton dessin avec ton image mentale. Entraîne-toi jusqu'à ce que les deux images correspondent parfaitement. Divise l'information que tu veux mémoriser en plusieurs parties et éparpille-les dans ton palais. Si tu dois apprendre un discours par cœur, place la première phrase sur le paillasson et les phrases suivantes dans le reste de la maison. Invente ton propre système de codage. Utilise plus que des chiffres et des mots. Un signe peut remplacer le chiffre 2 et une fanfare peut correspondre au mois de mars. Essaye de trouver des symboles qui te parlent. Ils peuvent bouger, faire du bruit, faire tout et n'importe quoi pourvu que tu t'en rappelles. Visite ton palais mental au moins 15 minutes par jour. Balade-toi comme dans un musée, mais reste très attentif. Tu peux visiter tout le palais ou une seule chambre par jour. Ferme les yeux et fais-y un tour dès que tu peux. Tu peux réutiliser le même palais autant que tu veux. Il suffit de le remplir de nouvelles informations et de le revisiter. Tu peux aussi te prendre pour Louis XIV et séjourner dans différents palais. N'utilise pas toujours le GPS. Sauf quand tu conduis la nuit dans une ville que tu ne connais pas, bien évidemment. Mais essaye de t'en passer de temps en temps. Une étude de 2013 a montré que le fait de s'appuyer constamment sur la technologie pour se guider entraînait une réduction de la taille de l'hippocampe. C'est une partie du cerveau responsable de la mémoire spatiale et de la récupération des données à court et long terme. Essaye de te débrouiller pour trouver les endroits. Ou vas-y en suivant le GPS, mais reviens en utilisant la mémoire. Utilise des baguettes. Des études ont démontré qu'elles permettaient de développer les neurones et leurs synapses. Si tu n'aimes pas trop les baguettes, lance-toi dans le tricot, fais tourner un stylo dans tes doigts ou n'importe quelle autre activité qui implique les doigts. Ça a le même effet sur tes neurones. C'est parti! Accompagné de tes meilleurs amis, tu fonces sur l'autoroute. Soudain, l'un d'eux éteint la climatisation et baisse les vitres. Non! Il voulait t'aider à réduire tes frais d'essence et il a fait une erreur classique. Éteindre la climatisation pour laisser entrer la brise est une bonne chose lorsqu'on est coincé dans les bouchons. Mais quand on roule sur l'autoroute, cela crée une résistance dont on se passerait bien. Ta voiture va avoir besoin de plus d'énergie et tu consommes donc davantage de carburant. En revanche, lorsque tu poireautes dans les embouteillages, éteindre la clim n'est pas une mauvaise idée. Et oui, je sais, il fait chaud et ce n'est pas agréable. Mais tu voulais économiser de l'argent, non? Nous allons voir si tu sais faire preuve de bon sens. Tu as le choix entre deux itinéraires. L'un semble court et l'autre long sur ta carte.
Lequel vas-tu choisir? Le premier, bien sûr, question de bon sens. Mais en fait, l'itinéraire le plus court n'est pas toujours le plus judicieux en termes de consommation d'essence. Tu dois choisir celui qui comporte le moins de panneaux stop, de feux rouges et d'embouteillages. Tu n'auras alors pas à accélérer et ralentir toutes les 2 minutes et tu feras des économies. Prépare donc ta route sagement. Certaines applications te donneront des infos sur la circulation en temps réel, d'autres te diront où sont les feux de signalisation. Tu as aussi un sac de sable, ton vieux lit gonflable, une paire de chaussures et 5 bidons d'eau dans ton coffre? Il vaut mieux te débarrasser de tout ça si tu veux faire des économies. En éliminant 45 kg de charges inutiles, tu réduis ta consommation d'essence d'environ 1% pour 4 litres selon le poids de ton véhicule. Plus tu es lourd, plus tu as besoin de carburant. Le calcul est tout simple. Freine et accélère moins. Conduire à une vitesse constante supérieure à 80 km/h te permet d'économiser de l'essence. Chaque fois que tu freines ou que tu accélères au feu rouge, tu fais travailler ton moteur. Et il se nourrit de carburant. De plus, une conduite agressive est généralement mal vue. Accélère donc lentement et freine en douceur jusqu'à l'arrêt. Ne passe pas de 0 à 100 d'un coup et ne freine pas brusquement. Ton régulateur de vitesse t'aidera à conduire tranquillement sur une autoroute ou un autre terrain plat. Dès que tu t'approches d'une colline ou d'une montagne, ce même régulateur de vitesse te fait consommer trop d'essence sans raison. Désactive-le donc et ralentis à mesure que tu montes. Puis accélère à nouveau lentement au moment de descendre. Ton moteur te remerciera. Gare ton véhicule à quelques rues de ta destination. La prochaine fois que tu deviendras fou en faisant le tour de ton pâté de maison à la recherche d'une place, tu comprendras mieux pourquoi. Si l'on prend en compte la frustration, le temps passé à chercher et, bien sûr, les frais d'essence engagés, on s'aperçoit qu'on peut très bien se garer à quelque distance des magasins, des bureaux ou des restaurants, selon l'occasion. N'attends pas la dernière minute pour faire le plein. Fais-le lorsque ton réservoir est aux 3/4 vide ou quand c'est tout simplement pratique pour toi. De cette façon, tu n'auras pas à te précipiter à la station-service la plus proche par crainte de soudain tomber en panne. Et tu auras le temps de faire des recherches. Il existe des applications qui t'indiquent les meilleurs prix pour l'essence dans la zone où tu te trouves. Parfois, ce sera un peu loin, à l'écart de tes itinéraires habituels, mais ce ne sera jamais sur l'autoroute. Une fois que tu as choisi la situation qui te convient, n'hésite pas à demander quelque chose. Inscris-toi à leur programme de fidélité, télécharge une application, prends une carte, tout ce qui te permettra d'obtenir une réduction, des points, des avantages. Certains magasins s'associent à des stations et te permettent, au moment de faire le plein, d'utiliser les points que tu as gagnés en faisant tes courses. Même quelques centimes par litre peuvent faire une différence, alors renseigne-toi. Tu as un véhicule hybride? Alors prête bien attention. Allume ta clim lorsque ta voiture est encore branchée sur le chargeur. Cela permettra de prolonger l'autonomie de ta voiture, ce qui signifie que tu dépenseras moins d'argent. Si tu possèdes l'un des modèles les plus récents, ton moteur s'arrêtera automatiquement lorsque tu attends à un feu. Si ce n'est pas le cas, évite de le laisser tourner, tu économiseras du carburant. Attendre qu'un feu passe au vert prend entre 45 et 120 secondes. Et démarrer ta voiture prend moins de 10 secondes. Si tu dois attendre plus de 10 secondes, arrête donc ton véhicule. En le faisant tourner, il consommera jusqu'à 2 litres d'essence supplémentaire par heure. Si la sécurité n'est pas l'une de tes principales préoccupations, prends au moins soin de ta voiture pour des raisons d'économie. Vérifie que tes pneus sont bien gonflés au moins une fois par mois. Sans ça, ils s'useront plus vite et tu risques de gaspiller de l'essence. Ton manuel te dira à quelle fréquence tu dois faire la mise au point de ton moteur. Cela dépend de l'âge et du modèle. Nettoie les filtres pour que ton véhicule consomme le moins de carburant possible. Utilise une huile appropriée, cela évitera à ton moteur de trop travailler et de consommer trop d'essence. Inutile de faire le plein de super carburant à moins d'avoir un moteur très performant qui ne fonctionne qu'avec ce type d'essence. Cela te coûtera plus cher et ne permettra pas à ta voiture d'aller plus vite, d'être plus propre ou d'obtenir un meilleur rendement. Si ton manuel recommande l'utilisation d'essence super mais ne l'exige pas, choisis un carburant de qualité inférieure. Tu feras des économies supplémentaires. Nous avons fait des progrès au cours des dernières décennies. Ne t'inquiète donc pas de la qualité de l'essence ordinaire, elle est très bien. Si ta voiture est un peu vieille, vérifie le joint de ton bouchon d'essence.
S'il est abîmé, il laissera passer de l'oxygène dans ton réservoir. Et alors, l'essence brûlera beaucoup plus vite. Il est possible de remplacer ce bouchon, mais les capteurs de ta voiture risquent de ne pas le reconnaître. À moins qu'ils ne proviennent du fabricant ou d'un fournisseur agréé. Si tu as une boîte de vitesse manuelle, tu as de la chance. Tu as un contrôle total sur ton régime, à savoir le nombre de tours par minute. Une vitesse inférieure se traduit par un régime plus élevé. Plus le régime est élevé, plus le moteur consomme de carburant. Il faut donc passer rapidement aux vitesses supérieures. Cela varie d'une voiture à l'autre, mais une solution optimale consisterait à passer à la deuxième vitesse à environ 24 km/h et à passer à la vitesse supérieure entre 48 et 56 km/h. Le coffre de toit et le porte-vélo que tu as installés doivent disparaître. Ils augmentent la résistance au vent de ta voiture et ton moteur doit donc travailler davantage pour conserver sa vitesse. Cela peut se traduire par une surconsommation de carburant de 20% sur l'autoroute et de 8% en ville. Si tu as besoin d'un espace de rangement supplémentaire, opte pour des coffres montés à l'arrière. Si tu es sur le point d'acheter une voiture, opte pour une hybride électrique, hybride rechargeable ou tout électrique. Avec une voiture tout électrique, tu réduiras sans aucun doute tes frais d'essence. Mais supposons que tu ne sois pas prêt pour un tel changement. Dans ce cas, de nombreux modèles existent en version hybride. La Toyota RAV4, la Hyundai Sonata et la Volvo XC90. Et voici une astuce qui te permettra de réduire tes coûts de 100%. Prêt ? Ne prends pas ta voiture. Je vais m'expliquer. Fais-le à chaque fois que c'est possible. Va au travail à pied ou à vélo ou utilise les transports en commun. Si c'est trop pour toi, partage au moins la route et les frais d'essence avec des collègues qui habitent dans le même coin. Tu connais d'autres astuces pour économiser de l'essence ? Quelle est celle que tu préfères ? N'hésite pas à m'en faire part dans les commentaires ci-dessous. Grâce à l'iPhone que tu as dans ta poche, tu as pris l'habitude de naviguer sur le web, de jouer à des jeux et de te connecter avec tes amis sur les réseaux sociaux. Et si je te disais qu'il y a beaucoup plus d'utilisations cachées et de choses que tu peux faire avec ? Toucher le dos de l'appareil. Tu as déjà vu le magnifique logo Apple à l'arrière de ton iPhone ? Si tu as une coque, vas-y, enlève-la pour voir ce qu'il en est. Bon, tu te dis probablement, il n'y a rien de secret là-dedans, le logo de la marque est évident sur mon iPhone. Bien sûr, il ne semble pas si spécial, mais savais-tu qu'il s'agit de bien plus qu'une simple décoration ? Il s'agit aussi, en fait, d'un bouton. Tu ne me crois pas ? Essaie-le. Mais avant d'y toucher comme si tu utilisais ton téléphone à l'envers, tu dois ajuster tes paramètres. Il y a une raison pour laquelle cette fonction très pratique est considérée comme secrète. Tout d'abord, ouvre tes paramètres, tape sur Accessibilité, puis sur le menu Toucher. Et va jusqu'au bas de la liste, où tu trouveras l'option Toucher le dos de l'appareil. Tu l'as trouvé ? C'est parfait. Tu peux choisir l'option double tapotement ou triple tapotement selon ce que tu préfères. Et surtout, tu auras une multitude d'options parmi lesquelles choisir. Tu peux faire en sorte que la fonction toucher le dos de l'appareil prenne une photo avec l'application Appareil Photo. Alerte Siri, change d'application et même faire une capture d'écran. Cela te simplifiera grandement la tâche par rapport à la gymnastique des doigts lorsque tu dois faire une capture d'écran. Règle la prononciation de Siri. As-tu déjà demandé à Siri d'appeler un ami ? Tu as peut-être dit « Siri, appelle Hermione » pour que Siri réponde « Appelez Hermione ». D'accord, tu n'as peut-être pas la meilleure amie de Harry Potter dans ta liste de contacts, mais nous pouvons tous convenir que ce n'est pas le nom le plus facile à prononcer. Siri est peut-être l'un des assistants numériques les plus intelligents du marché des smartphones. Et parfois, il fait le malin. Mais le compagnon de l'iPhone a souvent du mal à prononcer les noms les plus courants. Si cela te dérange, tu seras ravi d'apprendre que tu peux corriger les prononciations de Siri. La méthode la plus simple consiste à prendre Siri sur le fait et à lui dire « Cela ne se prononce pas comme cela ». Cela incitera Siri à demander la bonne prononciation pour chaque nom, prénom, second prénom et nom, ou le nom d'un lieu s'il ne s'agit pas d'une personne. Une fois que tu l'as indiqué, Siri génère des options et tout ce que tu as à faire est de choisir la bonne. Si ton meilleur ami numérique a encore du mal, tu peux l'aider en l'épelant. Ouvre tes contacts,
sélectionne la personne que Siri a du mal à prononcer et choisis Modifier. Tu peux ajouter la prononciation correcte dans la section Notes en utilisant la prononciation phonétique et cliquer sur Épeler la prononciation pour entraîner Siri à le prononcer correctement. Même un assistant numérique super intelligent a parfois besoin d'aide. Hé Siri, c'est Leviosa, pas Leviosa. Appli de mesure. Transporter une boîte à outils est trop encombrant. Ou peut-être que tu as oublié dans quel tiroir tu as mis ton mètre. Ce n'est pas grave, l'iPhone a d'autres secrets qui te seront utiles. Tu savais que l'iPhone possède dans son arsenal quelques outils qui répondront à tes besoins en matière de menuiserie? Prends l'application Mesure par exemple. Tu n'as plus besoin de ce long mètre pour mesurer ta table basse, ta bibliothèque ou ton canapé. L'application utilise la réalité augmentée pour mesurer les objets autour de toi, à l'aide de la caméra de ton téléphone. La première chose que tu dois faire est de déplacer ton téléphone pour que l'application puisse analyser la zone que tu souhaites mesurer. Tu finiras par trouver un cercle blanc avec un point au milieu de ton écran. À partir de là, ce n'est pas très différent d'un vrai mètre. Il suffit d'aligner le point avec le coin de l'objet que tu souhaites mesurer et de l'emporter jusqu'à l'endroit où tu veux que la mesure se termine. Si tu es un constructeur, tu voudras peut-être t'en tenir au mètre physique pour des mesures plus précises. Cette option n'est pas nécessairement destinée aux professionnels. Mais l'application est excellente pour obtenir une estimation. L'application Mesure peut aussi servir de niveau. Il suffit de passer à l'onglet Niveau de l'application et de placer ton téléphone sur la surface où tu souhaites obtenir une mesure. Lorsque tu obtiens un écran vert et une lecture de 0, ta surface est bien de niveau. Ce n'est pas si différent de la fonction de niveau de l'application Boussole, de sorte que tu as peut-être déjà eu une certaine expérience avec cette fonction. Avec ta nouvelle boîte à outils numérique, ton iPhone va faire de toi la personne la plus bricoleuse de la maison. Crée une vibration personnalisée. De nos jours, nous vivons tous à un rythme effréné. Et que nous soyons au travail, au cinéma ou à l'école, le plus souvent, notre iPhone est réglé pour vibrer. Bien sûr, il y a des sonneries sympas parmi lesquelles choisir. Mais il n'y a pas beaucoup d'occasions où une petite musique venant de notre poche ne distrait pas ceux qui nous entourent. Ou pire encore, que notre téléphone soit confisqué par un employeur ou un professeur mécontent. Heureusement, il existe de nombreuses options de vibration. Tu en as probablement plusieurs pour différentes occasions et différents contacts. Aucun de ces paramètres ne te convient? Apple a aussi une solution pour cela. Une autre fonctionnalité cachée de l'iPhone permet de créer une vibration personnalisée pour tes alertes. Si tu veux sentir le rythme de ta chanson préférée lorsque ton meilleur ami t'appelle ou t'envoie un texto, ou lorsqu'il est l'heure de te réveiller le matin, tu peux créer ce rythme sur ton iPhone. Une fois de plus, tu devras aller dans ces pratiques réglages, puis dans Son et sonnerie. Choisis la tonalité que tu souhaites personnaliser, touche vibration, puis crée une nouvelle vibration. L'étape suivante consiste à créer ces douces vibrations comme un DJ sans son en tapant du doigt sur l'écran jusqu'à ce que tu obtiennes le rythme silencieux qui te convient. Tu disposes maintenant d'une option de vibration à ton goût. Cela pourrait même faciliter les réveils matinaux. Comme les Beach Boys, tu vas attraper de bonnes vibrations. Picking up good vibrations. Pavé tactile. Avec les smartphones, nous n'avons plus besoin de deux mains pour utiliser un clavier. Il suffit d'un bon doigt. Pourtant, cela peut parfois s'avérer un peu fastidieux, car les fautes de frappe sont faciles à faire. Et tous tes caractères ne peuvent pas tenir en même temps sur ce clavier bondé au bas de l'écran de ton téléphone. Tu peux être en train de taper un long texte et te rendre compte que tu as oublié le R dans le mot « marcher » quelques phrases plus loin. Ce qui pourrait donner à tes amis une fausse idée de ce que tu fais. La correction peut s'avérer fastidieuse, et le plus simple est souvent d'effacer le mot entier et de le réécrire. Du moins, en théorie. Si tu es très attaché à la grammaire dans tes SMS, tu peux passer ton clavier en mode pavé tactile pour faciliter l'édition. Et exact, un autre joyau caché de ton iPhone. Il est aussi très facile d'accès. Il te suffit de maintenir ton doigt sur la barre d'espacement. Toutes les autres touches s'effacent et tu peux déplacer le curseur là où tu veux. Tu n'as plus qu'à enlever ton doigt de la barre d'espacement pour continuer à taper. Un autre aspect fastidieux de l'écriture sur le minuscule clavier de l'iPhone consiste à changer d'onglet pour utiliser les chiffres et les symboles.
Cela a peut-être l'air de rien, mais c'est sans doute un peu frustrant lorsque tu dois faire des allers-retours plusieurs fois dans le même message. Cependant, il existe une autre fonction cachée dans le clavier de ton iPhone qui te permettra d'y remédier. Maintiens la touche enfoncée au lieu de toucher l'onglet numérique 1, 2, 3. Et l'onglet chiffres et symboles apparaîtra. Tant que tu le maintiens enfoncé, cet onglet restera ouvert pour choisir ton caractère. Et en le libérant, tu reviendras aux lettres. Bientôt, tu seras assez rapide pour écrire un roman sur ton smartphone. Tu as déjà attaché une ficelle entre 2 gobelets en plastique pour pouvoir parler à un ami depuis les 2 extrémités de ta maison. Cela pouvait te sembler assez cool à l'époque, mais ce gobelet en plastique ne pouvait pas t'indiquer la météo ou te permettre d'envoyer un email, n'est-ce pas ? En effet, nous avons parcouru un long chemin depuis le téléphone à fil. En fait, peux-tu imaginer la vie avant les smartphones ? Ils sont devenus presque comme nos vêtements ou les chaussures avec lesquelles nous marchons. C'est l'accessoire que nous utilisons le plus. Maintenant que tu connais certains de ces secrets pratiques, tu seras un pro de l'iPhone. Toutefois, si ces secrets ne sont pas pour toi, c'est vrai, il reste toujours le téléphone à fil. Au moins, il ne tombera pas en panne de charge. Une porte qui ne cesse de se refermer alors que tu es en train de déménager peut être très agaçante. Pour remédier au problème, attache un élastique autour de la poignée de chaque côté de la porte, de façon à ce qu'il se croise au niveau du loquet. Ce dernier ne pourra alors plus sortir et la porte ne se verrouillera pas. Pour savoir si tes draps sont complètement secs après les avoir étendus, place un miroir en dessous, laisse-le là pendant environ 5 minutes et si de la vapeur s'en dégage, cela signifie que les draps sont encore humides. Or, un lit humide peut être un terrain propice aux moisissures et autres champignons désagréables. Tu peux peinturlurer le bout de tes clés avec du vernis à ongles de différentes couleurs pour pouvoir facilement les différencier. Pour verser la quantité parfaite d'huile ou de sauce pour salade, fais des trous dans l'opercule plutôt que de le retirer complètement. Cela évitera qu'une trop grande quantité ne sorte rapidement de la bouteille. Pour éviter que les pansements ne glissent de ton doigt, découpe une ligne de chaque côté. Cela créera 4 petites bandes collantes plutôt qu'une grande, et il sera beaucoup plus facile de les fixer. Si tu entres dans des toilettes publiques et que tu vois que quelqu'un a mis un gobelet rouge sous la lunette, mieux vaut choisir une autre cabine. Cela signifie qu'il n'y a pas de papier toilette dans celle-ci. Le gobelet rouge remplace souvent le rouleau de papier toilette, qui est aussi placé sous la lunette pour la même raison. En parlant de toilettes, les toilettes publiques ont souvent un espace entre le sol et la porte. La raison d'un tel manque d'intimité est justement de minimiser celle-ci, ainsi que le niveau de confort afin que les gens ne restent pas trop longtemps et qu'il n'y ait pas de file d'attente. C'est aussi plus facile à nettoyer comme ça et plus sûr si une urgence survient. Tu as oublié de mettre ta boisson dans le réfrigérateur, enroule une serviette en papier humide autour d'elle et mets-la au congélateur. En seulement 15 minutes, ta boisson sera glacée. Au lieu de remplir ton sac à main ou ton portefeuille de cartes de fidélité de différents magasins, tu peux les prendre en photo. Prends juste une photo du code barre ainsi qu'une photo de l'avant pour savoir de quelle carte il s'agit. Ensuite, lorsque tu te rends dans ton magasin, il suffit de scanner le code barre directement sur ton téléphone pour collecter tes points. Si tu utilises ton téléphone pour regarder quelque chose et que tu en as assez de le recaler parce qu'il tombe sans cesse, essaye de te servir de tes lunettes de soleil. Il suffit de les placer à l'envers et d'utiliser les branches pour maintenir ton téléphone en place. Si tu n'as pas de pièces de monnaie de la bonne taille à mettre dans un caddie la prochaine fois que tu iras au supermarché, tu peux utiliser une clé à la place. Si tu as une clé avec un bout arrondi, tu peux l'insérer dans la fente et le caddie devrait se déverrouiller. Si tu as du mal à faire tenir tes galettes de tacos en place, utilise un plateau à muffins. Retourne le plateau, vaporise-le d'huile et place tes galettes dans les interstices. Fais-les cuire pendant environ 10 minutes à 180 degrés pour obtenir la galette croustillante parfaite. Tu peux utiliser une bouteille d'eau pour séparer les jaunes d'œufs. Tiens la bouteille au-dessus du jaune et presse-la pour l'aspirer. Ensuite, fais-le simplement tomber dans un bol séparé. La prochaine fois que tu auras du mal à nettoyer ton ventilateur de plafond, utilise une tête d'oreiller. Fais glisser la tête d'oreiller sur chaque pale pour essuyer la poussière. De cette façon, l'excès de poussière sera piégé à l'intérieur de la tête et ne te tombera pas dessus. Pour bien nettoyer ton mixeur, remplis-le de savon et d'eau chaude. Mets-le en marche pendant environ 10 secondes et laisse l'eau tourbillonnante faire le gros du travail. Ensuite, il suffit de le rincer pour qu'il soit propre. Pose une bande de ruban de masquage avant de percer un mur en plâtre. Le ruban devrait empêcher le plâtre de s'écailler ou de répandre de la poussière partout sur le sol. Si
Tes chaussures sentent mauvais, mets quelques sachets de thé sec à l'intérieur. Ils absorberont les mauvaises odeurs. Essaye d'utiliser du dentifrice pour enlever les petites rayures sur les meubles. Frotte-en une quantité de la taille d'un petit pois sur ta rayure en faisant des mouvements circulaires jusqu'à ce qu'elle s'efface. Puis essuie-la avec un chiffon humide et ton meuble sera comme neuf. Perce 2 petits trous dans le fond de ta poubelle pour empêcher le sac de se coincer quand tu le sors. Les trous empêchent l'effet de vide qui piège le sac à l'intérieur. Tu peux facilement enlever le résidu collant des étiquettes de bocaux en utilisant de l'huile de cuisine. Imbibe un coton d'un peu d'huile, puis frotte-le sur la zone collante, laisse reposer pendant quelques minutes, puis le résidu devrait s'enlever facilement. Tu peux utiliser de l'après-shampoing pour que ton nouveau pull en laine te démange moins. Il suffit de le tremper dans de l'eau tiède avec quelques cuillères à soupe d'après-shampoing et de le laisser pendant 15 minutes. Ensuite, il suffit de le sécher et ton pull sera beaucoup plus soyeux. Une odeur sur tes doigts peut être éliminée avec du dentifrice à la menthe. Frotte-les ensemble avec du dentifrice, puis rince-les bien. Cela t'aidera à te débarrasser de l'odeur et agira aussi comme un léger gommage. Avant de jeter tes vieilles baskets, munis-toi d'une vieille brosse à dents et d'un peu de dentifrice. Fais pénétrer le dentifrice dans les endroits sales et laisse agir pendant au moins 10 minutes. Essuie-les avec un chiffon humide et recommence si ça n'a pas bien fonctionné la première fois. Fais attention au dentifrice coloré, il peut laisser des taches. En lavant tes vêtements à basse température ou mieux encore en les lavant à froid, tu les feras durer 2 fois plus longtemps. En les faisant sécher dehors sur une corde, ils dureront aussi plus longtemps que si tu utilises un sèche-linge. Les fermetures éclairs en métal sont très durables, mais elles se coincent plus facilement que les autres types de fermetures. Il suffit de frotter doucement un savon sur les dents des 2 côtés de la fermeture éclair. Le résidu aidera à la lubrifier, ce qui la rendra plus facile à ouvrir et à fermer. Lorsque tu ne peux plus extraire de dentifrice de ton tube, coupe-en simplement l'extrémité. Cela te permettra de mettre ce qu'il reste à l'intérieur sur ta brosse à dents en cas de besoin. S'il y en a assez pour plus d'une utilisation, mets-le dans un sachet en plastique pour plus tard. Congeler les bougies avant de les utiliser peut les faire brûler beaucoup plus lentement. Cela refroidira la cire et prolongera son temps de fonte. Les ficelles sur ton paquet de coton servent à l'accrocher quelque part. Et non, il n'est pas nécessaire de détacher et de resserrer le sachet. Regarde le bas du paquet, il y a une fente perforée. Déchire-la et tu peux maintenant sortir les cotons un par un. Si tu as déjà goûté une cartouche Nintendo, tu pourras le confirmer. Elles ont un goût répugnant et laissent un arrière-goût aigre dans la bouche. C'est parce qu'elles sont recouvertes de benzoate de dénatonium, l'un des goûts les plus atroces que l'on connaisse. En réalité, les fabricants le rajoutent exprès pour empêcher les enfants d'avaler ces cartouches. Dans une voiture, les appuis-têtes sont là pour le confort et les appuis-têtes détachables sont aussi là pour la sécurité. Si tu retires l'appui-tête du siège, tu verras 2 barres assez solides. Si jamais tu te retrouves enfermé dans une voiture, tu pourras t'en sortir en cassant la vitre avec ces barres. Les bords rugueux des pièces ne sont pas seulement une question de design. Autrefois, les pièces étaient faites de métaux précieux pour montrer leur valeur réelle. Mais les gens en rognaient les bords, dépensaient les pièces rognées avec la même valeur et faisaient fondre les bords pour fabriquer de nouvelles pièces. Pour éviter cela, ce motif a été ajouté afin que l'on puisse savoir si quelqu'un avait rogné la pièce. La grille noire sur la porte du micro-ondes n'est pas juste décorative, on appelle cela une cage de Faraday, et elle empêche les rayons de s'échapper du micro-ondes. Elle accélère aussi le chauffage, ce qui te permet de profiter plus rapidement des restes de la veille. La triple poignée d'un bidon d'essence est là pour permettre à 2 personnes de le porter plus facilement et de répartir le carburant de manière uniforme. Les bidons ont souvent un 2e trou, qui doit en fait être débouché aussi avant de verser le liquide. Le passage d'air l'empêchera de se déverser n'importe comment et évitera donc tout gaspillage de carburant. Tu as donc décidé d'acheter un vêtement de grande marque à un revendeur. Le prix est vraiment correct, mais il y a quelque chose qui cloche. Regarde les coutures. C'est l'un des signes les moins évidents mais les plus révélateurs d'une contrefaçon. Sur les articles originaux, les coutures sont droites, nettes et bien serrées. Toutes les coutures sont faites de fils de la même couleur. Les faux auront moins de coutures, car cela signifie moins de coûts pour les matériaux de protection. Les lignes ne seront pas aussi droites non plus. Étudie attentivement le logo. Sur les imitations, il est souvent disproportionné par rapport au vrai logo.
L'angle et la pente peuvent être différents. Il est donc préférable de vérifier à quoi ils ressemblent réellement sur le site officiel. De nombreuses marques haut de gamme apposent des logos directement sur leurs produits ou en ont en métal ou en cuir. Sur les vrais produits de créateurs, le logo est toujours parfait, sans aucun détail manquant dans le nom de la société ni aucune faute d'orthographe. Il n'y a globalement aucune erreur sur tout ce qui figure écrit sur le vêtement, pas seulement le logo. Le tissu des articles authentiques ne présente ni déchirure, ni effilochage. Il ne se décolore pas et ne déteint pas. Si l'article est censé être en cuir, il doit être lourd au toucher. S'il est en coton, essaye de serrer un peu de tissu dans ton poing pendant quelques secondes. S'il ressemble ensuite à du papier froissé, les fabricants l'ont très probablement traité avec un agent spécial pour qu'il garde sa forme. Il aura l'air horrible dès le premier lavage. Prends une partie élastique d'une robe ou d'une jupe, tire dessus, puis lâche-la. Un article de qualité ne perdra pas sa forme après cela. Une copie, oui. Les motifs des tissus s'adaptent parfaitement pour représenter une réalité et les fermetures éclairs sont dotées d'une tirette. Ces dernières sont les plus fiables et les plus durables, contrairement aux fermetures éclairs ouvertes en plastique qui se cassent souvent. Toutes les fermetures éclairs des robes, des jupes et de tout autre type de vêtements doivent être de la même longueur et de la même couleur. Les boutons doivent être bien fixés sans que les fils dépassent. Les boutonnières doivent être soigneusement cousues et coupées uniformément. Tire doucement sur les coutures pour les séparer. Si tu vois quelques interstices, il ne s'agit certainement pas d'un vêtement de qualité. Si les couleurs des poignets, des sangles ou des fermetures sont délavées ou laissent des traces sur les plis, c'est un autre signe d'un article de mauvaise qualité que les marques authentiques ne fabriqueraient jamais. Les articles de marque ne peuvent pas être emballés dans un emballage de mauvaise qualité. Ton futur achat de luxe sera emballé dans des sacs à cordon en tissu de la marque avec du papier de soie de la même marque. Si tu fais des achats en ligne et que le vendeur ne t'envoie pas d'image en gros plan, des détails à vérifier, il a probablement quelque chose à cacher. Les fabricants de jeans de contrefaçon se soucient surtout de recréer l'extérieur et essayent de les produire au prix le plus bas possible. Ils utilisent des matériaux de mauvaise qualité, de sorte que leurs jeans apparaissent en vrai plus légers et plus fins. Ils peuvent également présenter des couleurs étranges ou des coulures de teinture. Une vraie étiquette intérieure indiquant la taille et le style du jean doit comporter de petites piqûres, rapprochées les unes des autres. Ces micro-piqûres sont un dispositif de sécurité qui rend le processus de production plus coûteux. Une fausse étiquette aura des coutures plus longues et plus espacées qui n'auront pas l'air aussi soignées. Les fermetures éclairs et leurs marques sont rarement estampillées sur les imitations, ce qui leur donne un aspect générique. Il en va de même pour les rivets. Ceux des vrais jeans doivent porter le logo ou le nom du fabricant. Les coutures intérieures sont plus courtes pour économiser sur les coûts du textile. Les patchs d'identification à l'arrière des imitations de jeans de marque sont fabriqués à partir de carton pas cher et comportent moins d'étiquettes en tissu que les jeans authentiques. Une pièce de cuir au dos d'un jean authentique ne se décolorera pas et ne se flétrira pas. Cependant, tu ne pourras le constater qu'après l'avoir lavé plusieurs fois ou si tu achètes un jean d'occasion. La première chose à vérifier lorsque tu achètes des baskets de marque est la boîte. Elle ne doit pas être endommagée. Les vraies baskets n'auront pas de taches de colle visibles sur les côtés. La police du lettrage sur la semelle intérieure doit correspondre à la taille de la chaussure et sur une fausse paire, elle semblera anormalement espacée et plus grande. L'étiquette indiquant la taille est toujours fixée au bas de la semelle intérieure et ne doit pas être décentrée. La finition de la languette du talon d'une vraie paire ne doit pas être négligée. Le nom de la marque à l'arrière de la chaussure doit être parfaitement centré. Toutes les lettres seront de la même taille et de la même hauteur. Le vrai cuir des paires originales sera plus souple et plus confortable sur ton pied. Les paires authentiques utilisent du caoutchouc de bonne qualité, de sorte que les semelles intermédiaires ne commenceront pas à s'oxyder et à changer de couleur. Les baskets de marque célèbres seront parfaitement symétriques en tout point. Tu peux reconnaître certaines bottes de créateurs à une certaine forme et un certain nombre d'œillets ou à la couleur contrastée ou assortie des points de couture. Ces éléments doivent être parallèles les uns aux autres et avoir l'air d'avoir été réalisés par des professionnels. Lorsque tu achètes un sac de créateur, regarde attentivement le logo. Vérifie la taille du logo et regarde si les plaques sont claires et si l'orthographe est correcte. Les étiquettes intérieures t'indiqueront le pays de fabrication. S'il est écrit France ou Italie, tu as moins de chances de tomber sur une contrefaçon.
Les créateurs ajoutent généralement des certificats d'authenticité et marquent leurs articles avec différents numéros de série. Fais des recherches en ligne pour savoir à quoi ressemble le vrai numéro de série de ton sac. Ils n'impriment pas leur nom sur tous les modèles, alors vérifie si le tien est censé en avoir. Les articles haut de gamme ne sont presque jamais en solde. Même si cela arrive, il ne s'agit jamais d'un prix de liquidation. Alors ne tombe pas dans le panneau. Si le sac de tes rêves est censé être en cuir naturel, vérifie qu'il en a l'odeur et la texture. S'il est super lisse et trop régulier, il s'agit probablement d'un faux. Le vrai cuir a une texture légèrement irrégulière et le vrai cuir ne peut pas avoir une finition brillante. C'est un autre signe d'imitation. Compte les poches et assure-toi qu'elles sont correctement placées. Les faux sacs sont souvent reproduits à partir de photos, de sorte que la couleur de la doublure peut être du mauvais ton. Elle doit être exactement de la même couleur que le sac. Les éléments métalliques doivent être solides et ne doivent pas s'ébrécher. Les coutures doivent être parfaitement régulières. Les designers ne laisseront jamais de fil libre ou de points en accordéon à la fin d'une couture qui rend la production moins coûteuse. Une montre haut de gamme fabriquée avec des matériaux de première qualité ne peut pas être trop légère. Une montre authentique aura toujours un meilleur mouvement qu'une contrefaçon. Le mécanisme sera fluide et tu n'entendras pas de tic-tac bruyant, contrairement à une contrefaçon. Une mauvaise odeur, une coloration irrégulière, des rayures et des abrasions sur le bracelet de la montre sont d'autres signes d'un produit contrefait, aussi bien pour les marques populaires haut de gamme que pour celles de prix moyen. Vérifie l'arrière de ta potentielle nouvelle acquisition. Il doit contenir des informations de base contre le logo de la marque sans faute d'orthographe, le matériau du boîtier de la montre, c'est généralement de l'acier, et des informations sur le pays de fabrication du mécanisme d'horlogerie. Les gravures seront nettes et claires. Les lunettes de créateur original porteront toujours le logo du créateur, des informations sur le fabricant et un code barre ou un code de série sur la boîte de distribution. Elles sont présentées dans des étuis de haute qualité avec des lettres distinctes et un espacement régulier. Tu peux faire quelques recherches en ligne et trouver à quoi ressemble l'emballage de la paire de tes rêves. Les verres des lunettes de marque sont toujours fabriqués dans des matériaux de qualité supérieure et dans la plupart des cas, le nom ou les initiales de la marque y sont gravés. Si tu grattes le logo et qu'il se détache facilement, il s'agit d'un faux. La vraie paire avec un encadrement en plastique ne doit pas être trop légère et celle en acier inoxydable ne doit pas être trop lourde. Lorsque tu essaieras de bouger les charnières, elles ne seront ni trop serrées ni trop souples. Elles seront fixées à l'aide de moulures et de vis de qualité. Lorsque tu achètes une écharpe en cachemire, mets-la contre la lumière et étudie le tissage. S'il semble inégal et irrégulier, il est plus probable qu'il soit pur et fabriqué à la main. Seules les machines peuvent créer des motifs réguliers parfaits. S'il brille trop, il y a très certainement un mélange ou une fibre étrangère qui y a été ajoutée. Essaye de le porter autour de ton cou. Le vrai pashmina est doux, lisse et délicat car il est hypoallergénique. Il est également chaud lorsque tu le portes. Si tu possèdes déjà une écharpe en cachemire et que tu doutes de son authenticité, vérifie qu'elle n'est pas élastique. Les vraies écharpes s'effilochent avec le temps, comme toute autre fibre naturelle. Si la tienne n'en a pas, elle contient probablement du nylon ou de la soie. Les parfums originaux sont emballés dans une épaisse pellicule de cellophane scellée avec le plus grand soin afin de bien adhérer à la boîte. Tu ne verras pas de joints larges et inégaux ni d'excès de colle. Les vrais emballages de parfums sont fabriqués à partir de carton blanc de haute qualité. Consulte le site web du fabricant et compare les informations qui y figurent à celles de l'étiquette de l'emballage. Toute incohérence est un signe que tu es en présence d'un article contrefait. Les marques célèbres n'utilisent pas beaucoup de colorants dans leurs produits, de sorte que le vrai parfum est généralement pâle. Il est toujours présenté dans des flacons de haute qualité, à la surface lisse et fine, contrairement aux imitations qui sont un peu rugueuses et profilées. Oh oh, ton ordinateur portable vient de voler par la fenêtre. Une photo encadrée de tes dernières vacances passe juste après. Tu claques la porte d'entrée et cours aussi vite que possible. Calme-toi, tu as la possibilité de remonter le temps de 30 minutes seulement et d'éviter tout cela. Si tu veux résoudre un conflit avec ton partenaire, n'utilise pas d'adjectifs qui te donnent l'air de juger. Au lieu de dire bon ou mauvais, utilise plutôt « j'aime » ou « je n'aime pas » et explique tes raisons. Dire « ce repas ne m'a pas plu parce qu'il n'était pas assez épicé » ne donne pas l'impression que tu juges aveuglément ton conjoint. En revanche, ce repas était vraiment très mauvais, le fait. Remplace « bien » ou « mal » par des phrases pour exprimer ton accord ou ton désaccord ou pour t'expliquer. Saute la formule « à vrai dire » et va droit au but.
Ne fais pas non plus de généralité. Dire « dans la vraie vie, les gens font la vaisselle après le dîner » est rempli de jugement. « S'il te plaît, aide-moi à faire la vaisselle » est une façon sympa de demander une faveur. Ne te répète pas. Lorsque tu répètes sans cesse la même chose que ce dont tu as déjà parlé, cela ne fait qu'irriter ton partenaire. Les mots vides de sens comme « style » et « tu sais » encombrent aussi le dialogue. Utilise toujours des déclarations du genre « je ». Cela montre à ton conjoint que tu es prêt à assumer la responsabilité de tes sentiments et de tes pensées. Si tu remplaces « tu ne m'écoutes jamais » par « j'ai l'impression que tu ne m'écoutes pas », ton partenaire se sentira moins sur la défensive. Tu lui montres comment les choses se présentent de ton point de vue et tu ne dis pas qu'il est nul. Tes émotions, y compris la colère, sont souvent liées à l'endroit où elles ont commencé. Si tu as commencé à te disputer dans la cuisine, sors de là. Parfois, le seul fait de changer d'environnement peut te calmer. Mettre le conflit en perspective et te préparer à une discussion constructive. Lorsque tu parles trop doucement ou trop fort, trop vite ou trop lentement, l'autre personne a moins de chances de t'écouter. Il en va de même avec une phrase trop longue ou que tu enchaînes trop de pensées avec d'interminables et aussi à la fin de chaque phrase. Les phrases interminables font que ton interlocuteur décroche. Commence la conversation côte à côte et non face à face. Lorsque tu es ému et que tu te trouves en face de ton conjoint, tu peux avoir l'impression que c'est lui le problème, là en face. Au lieu de cela, faites une chose ensemble. Promenez le chien, faites la vaisselle ou allez faire du vélo. Cela rendra la conversation plus fluide et facile. Une fois que les choses seront moins tendues, vous pourrez vous retrouver face à face. N'utilise pas de questions rhétoriques pour obtenir ce que tu veux. Elles ne font qu'empirer les choses et ressemblent à des menaces vides. Pourquoi dois-tu toujours me crier dessus ? Génère beaucoup d'agacement. Je me sens vraiment mal à l'aise quand tu me cries dessus. Pourrais-tu arrêter de le faire ? Montre simplement ce que tu attends de ton partenaire. Lorsque tu discutes d'un problème, ne dis jamais « jamais » ou « toujours ». Si tu dis quelque chose comme « tu ne te soucies jamais de mes sentiments », ton conjoint sera sur la défensive et se souviendra d'un tas d'exemples où il a été super attentionné. Il peut également évoquer des situations où tu n'as pas beaucoup pensé à ses sentiments non plus, pour se défendre. Dis plutôt « j'avais vraiment besoin de ton soutien hier, et je suis triste que tu ne me l'aies pas apporté ». Retarde une conversation jusqu'à ce que tu aies repris le contrôle de tes propres émotions. Si tu as faim, si tu es en colère, si tu te sens seul ou si tu es fatigué, tu ne pourras pas gérer efficacement une situation stressante comme un conflit. Satisfais d'abord l'un ou l'autre de ses besoins élémentaires. Mange quelque chose, écoute de la musique apaisante, appelle un ami, prends un bain relaxant ou promène ton chien. Tu peux aussi essayer la méthode de respiration profonde 4-7-8 pour te calmer. Inspire par le nez et compte jusqu'à 4. Retiens ta respiration et compte jusqu'à 7, puis relâche ta respiration par la bouche et compte jusqu'à 8. Vérifie toujours d'abord avec ton partenaire s'il est vraiment prêt pour une conversation sérieuse. Il peut être préoccupé par d'autres pensées, fatigué ou stressé. S'il te dit qu'il ne peut pas parler pour le moment, respecte-le et attends qu'il soit prêt à parler de manière constructive. Dis des phrases simples comme « aide-moi à comprendre »,« je comprends » ou « je suis d'accord avec toi sur ce point ». Elles fonctionnent comme par magie et font comprendre à l'autre personne que tu te soucies d'elle et que ce n'est pas toi contre elle. C'est vous deux contre le problème que vous devez régler ensemble. Concentre-toi sur un seul problème à la fois si tu veux le résoudre. Lorsque tu commences à faire de nombreux reproches à ton partenaire, cela crée l'effet évier de cuisine. L'évier se remplit de problèmes et plus il y en a, moins tu as de chances de les résoudre complètement. Si tu commences à parler avec des intonations de donneur de leçons, ne t'étonne pas que ton interlocuteur cesse de t'écouter. Tu n'es ni son patron, ni son professeur, et ce genre de ton ne fait qu'attiser le ressentiment. Tu te sentiras ignoré et les choses ne feront qu'empirer. Pose donc tes questions et laisse ton partenaire y répondre, puis exprime ton opinion sans avoir l'air autoritaire. Donne-lui des informations, pas des conseils, même s'il te les demande. Par exemple, dire « les gens obtiennent généralement de meilleurs résultats s'ils aiment leur travail » donne à la personne le pouvoir de prendre sa propre décision de trouver un autre emploi ou non. Mais dire « quitte ton travail si tu le détestes à ce point » ressemble à un ordre qu'il ne voudra pas suivre, même s'il sait que c'est parfaitement logique. Concentre-toi sur le comportement et non sur la personne. Si tu traites ton compagnon de désordonné, il est probable qu'il réponde par une insulte. Et un petit problème peut se transformer en une énorme dispute. Si tu lui demandes d'être plus attentif et de ne pas laisser son linge partout dans la maison, il est plus probable qu'il soit prêt à changer de comportement. Assure-toi de ne pas avoir l'air et de ne pas te comporter comme un narcissique. Au lieu de dire « je sais mieux que toi », fin de la discussion. Apprends à accepter que l'autre personne ait son propre point de vue qui vaut la peine d'être écouté. Demande à d'autres personnes, et pas seulement à ton partenaire, de te dire si elle remarque des tendances narcissiques chez toi et travaille pour t'améliorer. Ne tire pas de conclusions hâtives et ne devine pas ce que ton partenaire voulait dire ou faire. Jouer au détective peut être terrible pour ta relation et même nuire à ta propre santé mentale. Tu pourrais commencer à conclure automatiquement que toute situation incertaine se terminera mal et que les autres veulent te faire du mal. Pour arrêter cela, essaye de regarder d'autres personnes tirer des conclusions hâtives à la télévision. Rappelle-toi des exemples de ta vie où les choses n'ont pas tourné comme tu l'avais prévu.
Même si vos opinions sont aux antipodes dans le conflit, trouve un petit point d'accord. Lorsque tu dis « oui, tu as raison », l'autre personne se sent écoutée et validée. C'est un bon point de départ pour un dialogue. C'est l'une des meilleures stratégies utilisées dans la vente pour trouver une solution à un client mécontent. Un compliment informel a un effet similaire. Ne laisse pas ta voix intérieure critique pourrir la situation. Si tu as vécu une expérience relationnelle négative dans le passé, cette voix peut te dire que les choses vont se passer de la même manière. Elle se projette sur ton partenaire et déforme ses paroles pour qu'elles correspondent à une ancienne image de toi-même. Voici comment « tu ne m'as pas aidé à mettre la table » se transforme en « tu n'en fais pas assez pour notre relation ». N'invite jamais d'alliés, comme l'opinion d'autres personnes qui seraient forcément d'accord avec toi, et ne compare pas ton compagnon à eux. C'est une tactique terrible pour déraper. Le jeu du reproche consiste à toujours avoir raison et à gagner le conflit ou à avoir tort et à perdre. Si ton conjoint a l'impression que tu as le soutien des autres, il se sentira perdant. Cela ne contribue pas à une relation plus apaisée. Écris sur le conflit et décris tes sentiments et tes pensées dans les moindres détails. Le journal intime est un bon moyen d'évacuer le stress. Le processus d'écriture active le cerveau gauche, celui qui est analytique et rationnel. Il aide le côté droit et émotionnel à se calmer un peu et te permet de mieux te comprendre et de comprendre les autres. Tu peux faire de cette rédaction une lettre à ta compagne ou à ton compagnon et lui expliquer tout ce que tu n'as pas pu dire pendant le conflit. Si tu te disputes sans cesse sur des questions semblables, il se peut que tes valeurs et tes croyances fondamentales soient très différentes. Demande à ton conjoint ce qu'il en pense. Tes parents t'ont probablement enseigné une approche différente de l'amour, des relations et des rôles familiaux ou de l'argent. Tu ne peux pas changer les valeurs fondamentales de quelqu'un, mais tu peux comprendre la différence et les conflits seront alors moins pénibles. Parfois, il n'y a aucun moyen de trouver une solution qui vous plaise à tous les deux. Dans ce cas, vous devez apprendre à accepter d'être en désaccord et à renoncer au besoin d'avoir raison. Accepte que la seule solution est d'aller de l'avant et que tu n'as pas besoin d'être d'accord sur tout, sauf s'il s'agit de valeurs fondamentales. Célèbre chaque bataille que vous parvenez à surmonter ensemble. Sortir, regarder un film ou simplement en rire à voix haute. Considère les conflits comme une chance d'apprendre à mieux vous connaître et à vous comprendre et ne cherchez pas à les éviter par tous les moyens. La prochaine fois que tu auras envie de provoquer une dispute, pense d'abord à la solution que tu préfères. Ton partenaire ne sera pas en mesure de t'aider à améliorer les choses si tu ne sais pas ce qui est mieux pour toi et ne lui demande jamais quelque chose que tu n'es pas prêt à faire toi-même. La première chose que l'on peut deviner sur une personne vient de sa façon de marcher. Ceux qui avancent rapidement et avec assurance, en gardant la tête bien droite, sont concentrés et savent résoudre les problèmes. Si une personne marche la tête haute, les épaules en arrière et la poitrine en avant, elle est sociable. Ces individus aiment passer du temps avec les autres et apprécient qu'on les aime. Ils s'ennuient aussi facilement et aiment les défis. Si une personne marche à un rythme normal et semble détendue, alors elle est, détendue. Elle est calme et a tendance à se concentrer sur les autres plutôt que sur elle-même. Elle est aussi facilement influençable. Ceux qui marchent à un rythme normal, mais à grandes enjambées, sont très sociables et savent écouter les autres. Ils sont loyaux et un peu dépendants des autres. Les gens qui marchent lentement et gardent la tête baissée sont probablement introvertis et timides. S'ils croisent les bras, ils sont vraisemblablement vulnérables et aiment une certaine solitude. Et maintenant, voici un truc utile à savoir. Si tu veux paraître confiant lorsque tu te rends quelque part, surtout s'il s'agit d'une réunion d'affaires importante, sois toujours attentif à ton langage corporel. Pour ne jamais oublier de faire attention, tu peux utiliser la technique du seuil de porte. Pour ce faire, choisis un support, par exemple une porte, comme point d'ancrage. Chaque fois que tu franchis une porte, aie le réflexe de penser à ton comportement et à ce qu'il indique. Fais aussi bien attention à bien marcher droit, à garder la tête haute et à d'autres petits détails importants. Fais-le à chaque fois que tu passes une porte. Plus tard, cette habitude deviendra un réflexe pour toi, une porte et hop, tu corrigeras automatiquement ta posture chaque fois que tu la franchiras. Ok, continuons avec les petites astuces. Observe bien la façon dont les gens sont habillés. Il est peu probable que tu portes quelque chose qui ne te ressemble pas et les autres sont comme toi. Les personnes qui s'habillent de façon décontractée sont faciles à vivre, apprécient le confort et aiment être elles-mêmes sans avoir besoin d'en jeter plein les yeux pour impressionner les autres. Ceux qui portent des vêtements aux motifs colorés sont créatifs et aiment s'exprimer à travers leurs vêtements. Et ceux qui portent des vêtements de marque affichant des logos visibles aiment se la jouer et montrer leur statut social et économique. Ceux qui arborent leurs uniformes de travail sont des accros au boulot, qui se valorisent surtout par leur fonction et leur réalisation dans la sphère publique. Les gens qui ont un style élégant et portent des vêtements classiques sont sophistiqués et sûrs d'eux. Ceux qui arborent des vêtements de sport ont confiance en eux.
Les adeptes de tenues passe-partout sont un peu renfermés et n'aiment pas attirer l'attention sur eux, préférant rester dans l'ombre. Même le choix des chaussures peut être révélateur de la personnalité d'un individu. Dans le cadre d'une étude, des photos de bottes ont été montrées à des volontaires. Ils devaient décrire la personnalité du propriétaire de la paire de chaussures. Étonnamment, les descriptions étaient assez justes et précises. Ainsi, les personnes qui portent des chaussures confortables sont agréables. Les personnes dont les chaussures sont neuves ou en parfait état sont nerveuses et angoissées. Les amateurs de bottines sont envahissants. Si une personne a un sac, fais aussi attention à la façon dont elle le porte. S'il est devant son corps, gardé tout près d'elle, il s'agit d'une personne prudente et timide. Passons maintenant à la poignée de main. Il ne s'agit pas seulement d'un rituel social, mais aussi d'un moyen de se faire une première impression sur son interlocuteur. On parle de poignée de main dominante lorsqu'une personne place sa main au-dessus de la tienne, la paume vers le bas. C'est une personne dominatrice qui essaie de montrer qui est le patron. Elle aime prendre le contrôle des autres, ne tient pas compte de l'opinion d'autrui et peut même parfois se montrer un peu arrogante. Une poignée de main soumise est la position inverse, lorsque la paume de la personne est tournée vers le haut et que sa main est couverte par la tienne. Cela signifie que la personne manque de confiance en elle et que tu peux facilement la dominer si tu le souhaites. Un autre cas de figure est une poignée de main molle lorsqu'une personne ne serre pas vraiment la main de son interlocuteur. La poignée est désincarnée et on dirait que c'est seulement toi qui la donne. Ce type de poignée de main est synonyme de faiblesse et d'indifférence. Il existe également la poignée de main à deux mains. C'est lorsqu'une personne te serre avec ses deux mains en plaçant généralement la seconde sur le dos de la main de l'autre. Ce type de poignée indique que l'autre accepte la domination de son compagnon, mais l'invite néanmoins à discuter. Elle est typique des personnes honnêtes et ouvertes, qui aiment parler franchement des choses et avoir une réelle conversation. Cependant, si la seconde main est placée non pas sur le dos de celle de son partenaire, mais sur le dessus, c'est une façon de se défendre et cela révèle un manque de confiance. Une autre façon d'utiliser son autre main est de toucher son interlocuteur, dans le dos, sur l'avant-bras ou une autre partie de ton corps. Cela montre que cette personne a besoin de compagnie et souffre d'un manque de communication dans sa vie. Passons maintenant au contact visuel. Lorsque tu parles à ton interlocuteur, fais attention à ses yeux. Les personnes qui maintiennent un contact visuel sont ouvertes. Elles sont intéressées par ce que tu dis et te prêtent vraiment attention. Ceux qui regardent constamment ailleurs sont plutôt nerveux et mal à l'aise. Ou ils sont tout simplement timides. Les personnes timides ne peuvent pas garder le contact visuel longtemps, car elles le considèrent comme envahissant. Si la personne cligne beaucoup des yeux, cela signifie qu'elle est stressée. Et si ses yeux sont plissés, elle se méfie de toi et ne te fait pas vraiment confiance. Fais attention à la façon dont ton compagnon traite les employés qui travaillent dans le secteur des services, comme les restaurants, les hôtels, les magasins et les services alimentaires. Le personnel de service doit être gentil avec le client, mais le client n'est pas obligé de lui retourner l'appareil. Globalement, c'est le client qui est en position de force. Donc, fais bien attention à la façon dont il se comporte lorsqu'il a ce pouvoir. Est-ce qu'il est gentil et poli, ou est-ce qu'il préfère traiter mal les gens quand il n'a pas l'obligation d'être aimable ? Le pouvoir révèle la véritable personnalité des gens. Si une personne semble être gentille avec toi, mais qu'elle est désagréable avec un serveur dans un restaurant, ce n'est pas quelqu'un à qui l'on peut faire confiance. De manière générale, la politesse est également un bon indicateur de la personnalité des gens. Oui, si quelqu'un maîtrise et utilise des mots comme « s'il vous plaît » et « merci », alors il s'agit probablement de quelqu'un de bien, attentionné et empathique, qui respecte les autres. En revanche, s'il est impoli envers les autres, en particulier envers ceux qui ont un statut social inférieur, alors il se croit au-dessus des autres et est tout simplement mal élevé. Il est intéressant de noter que la façon dont les animaux réagissent à une personne peut également en dire long sur sa personnalité. Les animaux ne jugent pas les gens sur leur apparence, leur façon de penser ou leur éducation. Ils sont donc beaucoup plus difficiles à embrouiller que les humains. Les animaux fondent leurs opinions sur les vibrations, le langage corporel et les expressions du visage des gens qui sont beaucoup plus difficiles à contrôler. Selon certains, les animaux ont un sixième sens et peuvent sentir si un être humain est bon ou mauvais. Ainsi, si les animaux apprécient quelqu'un, c'est qu'il s'agit d'une bonne personne. Interroge ton interlocuteur sur ses préférences de lecture. Les personnes qui apprécient les classiques sont empathiques et aiment apprendre à connaître les autres en profondeur. Les amateurs de livres fantastiques sont de grands rêveurs qui aiment s'évader de la réalité et sont parfois hors du monde.
Les lecteurs qui aiment les fictions historiques sont des perfectionnistes qui font attention aux moindres détails. Et les amateurs de livres d'horreur sont des aventuriers qui recherchent toujours un peu d'adrénaline. Les personnes qui consultent leur smartphone en permanence sont probablement instables sur le plan émotionnel. Regarder leur téléphone est un moyen pour elles de se remonter le moral. Les gens qui se disputent tout le temps, même lorsqu'il n'y a pas de raison valable, sont narcissiques et égocentriques. En revanche, si quelqu'un polémique, mais pour une raison précise, et choisit soigneusement ses arguments, cela signifie simplement qu'il aime avoir un bon débat contradictoire. Si une personne mange vite, cela peut signifier qu'elle a un niveau élevé d'anxiété, ou bien elle a des places de théâtre et est en retard. De même, fais attention à l'endroit où une personne regarde lorsqu'elle boit dans une tasse. Ceux qui regardent à l'intérieur de la tasse sont des personnes idéalistes et introspectives qui réfléchissent constamment à leurs sentiments et à leurs émotions. Les personnes qui regardent à l'extérieur du gobelet sont généralement extraverties, insouciantes et confiantes. Mais elles peuvent être facilement influencées. Certaines personnes ferment les yeux lorsqu'elles boivent. Cela signifie qu'elles sont soit mal à l'aise, soit plongées dans leurs pensées. Lorsque les gens font teinter les verres, ceux dont la coupe est plus haute ont une haute estime d'eux-mêmes. Et ceux qui placent la leur plus bas se croient moins bien qu'ils ne le sont en réalité. Les personnes très intelligentes ont tendance à avoir une écriture peu soignée. Donc si tu ne peux pas lire une note de ton collègue ou d'une personne que tu viens de rencontrer, ne la juge pas trop sévèrement. Il se peut que tu viennes juste de faire la connaissance d'un génie. Tu cours dans une ruelle sombre à la recherche de ce nouveau bar où tes amis t'attendent. Tu entends toutes sortes de sons effrayants et mystérieux. Aïe! Qu'est-ce que c'était? Un monstre vient de te sauter sur la tête. Tu sprintes encore quelques secondes, tu atteins enfin ta destination. Et tout le monde commence à se moquer de toi. Tu leur cries d'appeler les secours. Mais tu vois alors dans le miroir qu'il y a un chat sur ta tête. En cas de véritables urgences, tu peux compter sur ton iPhone pour t'aider si tu actives le mode SOS d'urgence. Il déclenchera une sirène puissante pour faire savoir à tout le monde autour de toi que tu as besoin d'aide ou pour faire fuir tes agresseurs. Il appellera aussi automatiquement les services d'urgence de ta région pour qu'ils t'envoient de l'aide. Et si tu décides d'activer cette fonction, il peut aussi envoyer un SMS automatique à un contact de ton choix. Pour activer ce mode SOS d'urgence, tu dois maintenir enfoncé ensemble le bouton de verrouillage et l'un de tes boutons de volume pendant 5 secondes. Tu peux aussi l'activer en cliquant 5 fois de suite sur le bouton de verrouillage de l'écran. Dans Paramètres, SOS d'urgence, appelé avec le bouton latéral. Pour utiliser cette fonction de manière optimale, tu peux définir tes contacts d'urgence. Va dans l'appli Santé, clique sur ta photo de profil et sélectionne Medical ID dans le menu. Appuie sur Modifier, fais défiler jusqu'à Contact d'urgence et appuie sur le bouton Ajouter. Tu veux maintenant sélectionner une ou plusieurs personnes et préciser leur lien avec toi. Quand tu es prêt, n'oublie pas d'appuyer sur Terminer pour enregistrer tous les changements. Désormais, en cas de problème, ton iPhone enverra un SMS à tes contacts d'urgence pour leur indiquer ta position et leur faire savoir que tu as activé le SOS. Si tu te déplaces, ils seront informés de ta destination finale. Tu peux aussi renseigner toutes tes données médicales, au cas où tu serais inconscient et aurais besoin de l'aide des secouristes. Si tu as un Android, tu peux activer le mode urgence en maintenant la touche d'alimentation enfoncée et en tapant sur le mode urgence lorsque le menu apparaît. Tu peux aussi appuyer rapidement sur la touche d'alimentation 3 fois de suite. Tu devras cocher la case pour accepter les conditions d'utilisation du mode urgence. Puis appuyer sur Activer. Si ton téléphone Android n'a pas de touche d'alimentation, tu devras faire glisser l'écran vers le bas pour ouvrir les paramètres rapides et appuyer sur l'icône alimentation et le mode urgence. L'écran s'éteindra et les applications seront limitées pour t'aider à économiser de la batterie. Tu pourras utiliser la lampe de poche, faire retentir des alarmes sonores, envoyer ta localisation et bien sûr passer des appels d'urgence. Tu peux appeler depuis l'écran de verrouillage. Il suffit de glisser vers le haut et d'appuyer sur Appel d'urgence pour composer le numéro. Tu verras tes contacts d'urgence enregistrés en haut de l'écran. Tu peux attribuer jusqu'à 4 de ces contacts dans Paramètres, à propos du téléphone, Informations d'urgence. L'emplacement exact peut différer d'un téléphone à l'autre. Il est également utile que tu remplisses toutes tes informations médicales dans cette section. Si jamais tu dois utiliser la fonction SOS, ton téléphone prendra des photos avec tes caméras avant et arrière et enregistrera le son ambiant. Ces données seront envoyées à tous tes contacts d'urgence avec ta localisation précise et un message disant « J'ai besoin d'aide ». Si ton Android n'a pas de réseau ou fonctionne sans carte SIM, il te permettra quand même d'appeler le 112 en captant le signal d'un autre opérateur. Lorsque tu n'as plus besoin du mode urgence, tu peux toucher les 3 points verticaux pour ouvrir plus d'options et choisir de le désactiver.
Si tu veux savoir quelle est la puissance exacte de ton signal, désactive le Wi-Fi et appelle ce numéro. Cela lancera l'outil Field Test. Sur les anciens iOS, il t'affichera un numéro dans le coin supérieur gauche de l'écran. Si tu as un iOS plus récent, il ouvrira le menu principal avec les infos sur l'appareil. Appuie sur LTE, puis sur Serving Cell Mise. RSRP0 et RSPR1 sont la force de ton signal cellulaire en chiffres. Ils sont plus précis que les barres et toujours négatifs. Plus le chiffre est proche de -50, mieux c'est. -130 est le pire que tu puisses avoir. Sur un Android, tu peux trouver cette information dans Paramètres, plus d'options ou plus de paramètres. Ouvre à propos du téléphone, va jusqu'à réseau mobile, puis appuie sur puissance du signal. Si tu ne trouves pas, essaie type de réseau ou statut SIM. N'éteins jamais ton téléphone en cas d'urgence, même si ta batterie est faible. Si tu le laisses allumer, il permettra au service d'urgence de te contacter et de te retrouver grâce aux fonctions GPS. Si tu ne veux pas passer en mode d'urgence pour une raison quelconque, mais que tu veux garder ta batterie en vie plus longtemps, baisse la luminosité de l'écran et règle-le pour qu'il s'éteigne après le temps le plus court possible. Désactive les vibrations, le Wi-Fi, le Bluetooth et l'itinérance des données et ne lance aucune application à l'exception des applications d'urgence. Ne cherche pas à éteindre les apps d'arrière-plan une par une car cela consomme plus de batterie que de les laisser en arrière-plan. Si tu es sorti avec tes amis ou tes collègues et que tu dois traverser une zone dangereuse, tu peux suivre l'emplacement de tout le monde sur WhatsApp en utilisant la fonction Live Location. Tout d'abord, tu dois donner à l'application la permission de voir ta localisation dans Paramètres, Appli, Autorisation, Localisation, Activer WhatsApp. Cela peut légèrement différer d'un téléphone à l'autre, mais le principe est le même. Ensuite, ouvre la conversation et appuie sur Joindre, choisis Localisation et partager la localisation en direct. Tu peux alors choisir la durée pendant laquelle tu veux la partager avec les participants d'une conversation individuelle ou de groupe. Appuie sur Envoyer, tu peux arrêter de la partager à tout moment. Tu peux aussi partager ton emplacement en temps réel ou demander l'emplacement de tes proches via l'appli Google Trusted Contact. Si tu ne réponds pas à leur demande pendant un certain temps alors qu'ils savent que tu es en déplacement, elle leur envoie automatiquement ta localisation. Télécharge des cartes hors ligne lorsque tu voyages ou que tu te rends dans un nouvel endroit. Elles peuvent t'aider si tu te trouves dans une zone inconnue et que le signal est faible ou inexistant. Utilise un mot de passe au lieu d'un code d'accès à 4 ou 6 chiffres sur ton iPhone. Tu peux l'activer dans Réglages, Touch ID et Code. Modifier le code d'accès. Saisis ton ancien code, puis appuie sur Options du code d'accès et code alphanumérique personnalisé. Choisis un mélange de majuscules, de minuscules, de chiffres et de symboles. Opte pour l'empreinte digitale plutôt que pour la reconnaissance faciale. Il est possible de tromper ton téléphone avec une photo de toi de haute qualité pour le déverrouiller, tandis que les empreintes digitales ne sont pas faciles à imiter. Si tu traverses une zone peu sûre, tu peux choisir de désactiver la biométrie pendant un moment. Va dans Réglages, Touch ID et Code et désactive Touch ID ou Face ID. Une fois que tu seras de nouveau en sécurité, tu pourras reconnecter ton empreinte digitale ou ton visage au système. Sur un Android, tu peux activer le mode verrouillage. Il te permet de désactiver instantanément l'authentification par empreinte digitale et de masquer les notifications sur l'écran de verrouillage pour protéger tes données. Toi ou une autre personne qui met la main sur ton téléphone ne pourra le déverrouiller qu'en entrant le mot de passe ou le code PIN. Pour activer le mode verrouillage, ouvre Paramètres, fais défiler jusqu'à écran de verrouillage. Et là, appuie sur Préférences de l'écran de verrouillage. Choisis d'activer l'option Afficher le verrouillage. Ensuite, il te suffira d'appuyer sur le bouton d'alimentation et de le maintenir enfoncé pour mettre ton téléphone dans ce mode. Pour aider ton iPhone à te reconnaître plus rapidement, quelles que soient les conditions météorologiques, tu peux ajouter une autre apparence pour Face ID. Mets ton bonnet ou tes lunettes, couvre ton visage avec une écharpe et ouvre Réglages, Face ID et Code, configurer une apparence alternative. Cela fonctionne pour iOS 12 et les versions ultérieures. Fais le plein d'applications d'urgence disponibles pour iPhone et Android. Elles peuvent te donner des instructions sur ce qu'il faut faire avant, pendant et après une catastrophe naturelle et même faire une déclaration à ton assurance plus tard. Certaines le font sous forme de questions pour t'aider à te souvenir des événements. Il existe une application pour les tremblements de terre qui suit les téléphones de ses utilisateurs pour mesurer la distance et définir les endroits où la catastrophe naturelle est la plus dangereuse, en espérant que ce ne soit pas là où tu te trouves.